Bonjour, vous êtes... Oui, alors, c'est Mac- McMurphy, ça fait un moment. oui, McMurphy, bonjour McMurphy. On finit par y Euh, arriver, j'ai une question, je vais être cash avec vous. comme d'habitude. Proche à combien de mètres de la cache? Pardon? J'ai pas- Proche à combien de mètres de la cache? Qui? Vous? Bah, le plus proche? Est-ce que quelqu'un est proche de la cache? Oui, à combien de mètres, hein, estimez-vous en Ah, avancée? ah oui, vous êtes très cash, effectivement. On peut difficilement l'être davantage. Je vais vous répondre différemment. En 30 ans, un certain nombre de personnes ont marché sur la chouette. Ouf, ouf, Oh ouf. putain, Beaucoup, d'accord. beaucoup de On personnes, écoute. beaucoup de Un personnes. certain nombre. J'y Ça, attendais ça celle-là, mais je ne s'entend. répondrai pas. J'en ai déjà dit suffisamment. Vu le nombre de Non, mais chercheurs qui sont passés mais à vous, Dabo, c'est normal, hein. Mais vous avez attendez, dit, mais vous avez dit attendez, qu'il y avait beaucoup de attendez. chercheurs. Non, 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 attendez. Est-ce que À la ce sont des question, chercheurs qui ont marché sur à la la- voilà, bonne question. À la question que me pose Murphy, je réponds d'une certaine manière par une pirouette. Ce que je vous dis est la vérité, mais je ne peux pas absolument pas affirmer que ces gens-là étaient conscients qu'ils marchaient sur la chouette, ou même qu'ils la cherchaient d'ailleurs. Mais je suis bien convaincu qu'un certain nombre de personnes ont marché sur la chouette depuis 30 ans, oui. Sur 100 Mais chouetteurs c'est qui un marcheraient chemin ou sur la quoi? tombe, combien d'entre eux, selon vous, pourraient trouver comme ça la super solution? C'est dur, S'il mais y en a eu un qui a creusé avant les autres, et si le suivant se foule la cheville, par exemple, ça peut lui donner le temps de creuser un peu plus, de chercher un peu plus. Non, je plaisante. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas d'élément à répondre à ça. Il n'y a rien pour ça. bah, par Non, la exemple, la question de baie, McMurphy, c'est de dire, la question de McMurphy, c'était, en fait, le sens de cette question, c'est de dire, est-ce que certains chouetteurs s'en sont approchés? Est-ce que beaucoup de chouetteurs s'en sont Vous approchés? l'avez dit déjà. Vous l'avez dit bah, Est-ce que déjà. ma, certains Il y que- sont a tout beaucoup de prêts? chercheurs. la question claire et Ouais. simple, si on prend plein de chouetteurs, est-ce qu'on a tous une chance de trouver avec les connaissances qu'on a aujourd'hui? Ou alors non, c'est réservé vraiment au mec qui aura vraiment bien, bien cogité, ou alors c'est une évidence quand on a les pieds sur la tombe. Alors, je vais faire référence à un message que j'ai lu ce matin, extrêmement, une série de messages, parce que comme j'ai pas répondu, c'est intéressant à savoir. Comme j'ai pas répondu depuis un moment, parce que j'en avais pas la possibilité, beaucoup m'ont écrit plusieurs messages. Et quand plusieurs messages se succèdent, ça prend vite l'aspect d'un journal, hein, d'un petit reportage. Finalement, je suis un certain nombre de raisonnements, voire de démarches ou de recherches à travers ces messages successifs. Et j'ai lu ce matin le message de quelqu'un qui est un scientifique et j'ai été extrêmement intéressé de voir que le scientifique euh, me racontait ses capacités imaginatives, essayait de me définir ses limites, voire éventuellement certaines de ses faiblesses ou en tout cas de ses caractéristiques, ça c'est sûr. Et à travers ça, je vois que ce à quoi font appel les joueurs dans leur tête est extrêmement varié. Il y a extrêmement de ressources qui sont mises à contribution dans les réflexions. Et ça m'amène à dire que la solution peut être trouvée euh, peut être trouvée par pas mal de gens. Je continue à penser qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de points d'accroche, de points de repère. J'aime pas employer le terme d'indice supplémentaire parce que c'est vraiment pas ça que j'ai en tête, mais de points d'accroche, de petits trucs qui feraient que on évite de partir à l'opposé de là où il faut aller, quoi. Quelques éléments de garde-fou, de choses comme ça qui peuvent faire défaut. Mais je m'aperçois que les ressources auxquelles font appel les joueurs sont extrêmement variées, que ceux qui vraiment se consacrent au jeu ne ménagent pas leurs efforts et mettent le paquet sur la réflexion. Donc je pense que la solution peut être trouvée. J'en suis absolument convaincu, même. Ok, merci. Parce que par exemple, dans les autres chasses de Max, quand on était si on me met devant
la croix où il y a écrit un pas d'Hélène, sans la phrase super solution, c'est impossible de trouver. Ça, c'est un exemple concret. Par exemple, mais si c'est un truc de pirate, il faut regarder à travers un rocher parce que je vois la chapelle d'Abo, alors je mets mon œil au sol et là je détermine un pile poil. Ça, un promeneur ou un gamin un peu inventif, il pourrait trouver sans chercher la chouette parce qu'il a un grand imaginaire. Donc c'est ça en fait que je voulais dire. Vous savez, quand on parle de Max, je reste toujours très concentré là-dessus. Il faut absolument intégrer le personnage de Max. Il faut essayer de se faire une opinion dessus. Si vous voulez, il y a Max avant la chouette, ou le Max de la chouette, disons, celui qui a conçu la chouette, les énigmes de la chouette d'or, du père Méhu à l'origine. Et puis il y a le Max après. C'est la même chose que quand un adolescent demande à son copain, parce qu'il débute dans la vie, il lui dit, toi, quand t'embrasses une fille, tu mets la langue ou tu mets pas la langue? Et puis, après, quand on a embrassé une fille, on pose plus la question. Ben Max, c'est exactement ça. Max, au moment où il a fait la chouette, il avait jamais fait de chasse au trésor. Puis après, quand il a découvert ce qui se passait avec les joueurs, quand il a découvert la richesse de l'imaginaire des joueurs, quand il a découvert toutes les possibilités que lui offraient les joueurs à travers leurs idées, c'est devenu le Max dont vous me parlez maintenant en disant oui, mais Max, il a fait une autre chasse, Max, il a fait ci, Max, il a dit ça. Mais Max, moi, au moment où je l'ai connu, le Max dont vous parlez n'existait pas. Il n'avait aucune expérience. C'est sûr. Et comment vous comprenez que toutes les autres chasses ont été trouvées? Pourquoi il n'a pas rejoué avec les mots sur les autres chasses? Parce qu'il ne voulait pas recommencer la connerie qu'il a fait sur la chouette. Où il a prétendu qu'il avait calibré les énigmes de la chouette, ce qu'il était bien incapable de faire. Il n'a jamais été capable de mesurer la difficulté des énigmes de la chouette. Moi, les indices de difficulté qu'il m'a mis sur sa disquette, ça me fait rigoler. Il a rien compris, Max. Il n'a pas du tout compris comment les gens allaient fonctionner et il n'a pas du tout réalisé la difficulté de ce qu'il proposait. Mais est-ce que vous avez trouvé belles les solutions? C'est-à-dire que quand vous les avez découvertes, par contre, vous avez, même si la difficulté, ok, certes, était là, est-ce que vous, quand vous avez vu les solutions, vous vous êtes dit, il y a une certaine logique et au final, oui, c'est quand même, c'est correct, mais que du coup, il y avait un truc qui vous turlupinait ou alors vraiment, c'était vraiment joli du début jusqu'à la fin, quoi. La chasse, elle est belle, elle est très belle du début à la fin. Elle n'est pas du tout. Elle est pas du tout. On peut pas la situer. Moi, je vois des appréciations de joueurs qui essayent de comparer la chouette à d'autres chasses de Max Valentin. Elle est incomparable. Elle n'a rien à voir avec les chasses que Max a faites ensuite. Rien à voir. C'est un autre homme qui a fait ça. C'était 15 ans, 20 ans avant. Il a fait ça le soir chez lui, sur un coin de son bureau, en dehors de ses heures de travail. Il a imaginé ce truc-là. Ça n'a rien à voir avec les chasses qu'il a pondues à partir du trésor d'Orval et tout ça. C'est complètement différent. C'était une chasse de débutant, c'était une chasse de quelqu'un il a eu un trait de génie. Ce type a eu un trait de génie. On peut quand même pas le nier. C'est pas moi qui est tout lieu de le critiquer, de dire bon, il a fait des trucs que je ne peux que réprouver, mais c'est quand même pas moi qui vais dire il a pas eu de génie. Il a eu du génie. Le personnage de Max Valentin, il est génial, il est tordu, mais il est génial. C'est un personnage génial. Le personnage de Max. Moi, j'adore le personnage de Max Valentin. Pourtant, j'en ai souffert. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'adore ce personnage. Je dis, il a eu du génie de faire ça. Oui, mais un génie un peu malsain. Oui, en tout cas, c'est vrai que moi, de la manière où je l'aborde, en tout cas, oui, c'est un petit peu comme si je naviguais dans une œuvre artistique, en fait, des fois. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant, quoi. Complètement. Vous avez des films avec des scénarios à la con qui vous font rire 5 minutes et puis vous éteignez la télé parce que vous trouvez que c'est trop bête. Mais en revanche, là, on a un truc qui tient la route, quoi. Parce qu'il y a un personnage qui est complètement trouble là-dedans, qui a foutu le bordel. Parce que moi, je suis aussi un personnage finalement un petit peu insaisissable parce que j'ai disparu des radars pendant des années, puis tout d'un coup, je reviens à la surface. Tout ça apporte à la chasse. Vous méritiez d'avoir les solutions dès le départ, quoi. Enfin, ça aurait simplifié beaucoup de choses, quoi.
C'est pas un scoop puisqu'il l'a écrit. Dans les Madi, vous trouvez un Madi où Max dit mais il lui était tout à fait normal que Michel Becker connaisse les solutions puisque c'est lui qui a tout financé. C'est Mais oui, Max qui a écrit ça, mais c'est la vérité. Moi, j'ai dit oui, au départ, je veux pas les connaître parce que si c'est moi qui dois faire des interviews, qui dois donner des interviews, qui doit faire des émissions télé, d'accord, radio, tout ce que tu veux, bon, j'ai pas envie de faire de conneries. Donc voilà, on en est resté là. Mais d'accord. aujourd'hui, par rapport à l'image de la chasse, je reviens à la question qui m'a été posée. La chasse, elle est belle, elle est bien faite, elle est loin d'être aussi compliquée qu'on l'imagine, mais elle est très bien foutue. Elle est très très bien foutue. La super solution, c'est digne des pirates. Quand je dis ça, je n'invente rien. C'est à la hauteur, c'est à la hauteur du trésor de Rackham le Rouge ou de ce que vous voudrez. Il y a une putain de trouvaille derrière ça. Maintenant, comment Max l'a-t-il vendu, sa trouvaille? Comment l'a-t-il proposé à son public? Ça reste discutable. Parce que Max était totalement inexpérimenté quand il a fait ça. Donc il n'a pas mesuré si les joueurs allaient pouvoir capter, pas capter, rentrer dans le truc ou pas rentrer dans le truc. Je veux dire, Tintin, il a mouliné un moment, il a dépensé beaucoup d'argent, il est parti sur un bateau, il y a eu beaucoup de trucs de fait avant d'aller appuyer sur le bouton du globe dans la crypte du château de Moulinsart. C'est l'histoire de Tintin et du trésor de Rackham le Rouge. Mais toute cette histoire-là a alimenté aussi l'imaginaire de Max. Il a conçu quelque chose qui est très très bien foutu, qui est très intelligent. Et ce qu'il a fait moins bien, c'est la manière de le présenter à son public. C'est à ça que je suis confronté aujourd'hui. Sauf que le Oui, public, il est infecté depuis tellement d'années par tellement d'informations que je bah dois oui, absolument, moi, arriver à mesurer plein de paramètres pour c'est me dire ça. voilà comment je vais les épauler, voilà comment je vais leur Les donner un indice. amener sur le bon raisonnement, quoi. Et comment je vais vous débrayer de toutes les élucubrations absolument abracadabrantesques que je peux voir sur la 2CO, sur les blogs des grands sachants, sur ceux qui se targuent de mieux connaître que les autres, tous les tenants, les aboutissants de la chasse. Mais les mecs sont dans le délire total, quoi. Et moi, je suis là aujourd'hui pour dire, il y a un jeu qui est magnifique, il y a une histoire qui est absolument superbe. Le fait que vous soyez encore là 30 ans après, qu'il y ait des gens qui aujourd'hui, des nouveaux, qui viennent s'attaquer aux énigmes, c'est tellement exceptionnel, c'est une histoire qui est tellement extraordinaire que moi, je C'est vrai ne que c'est peux pas légendaire. me permettre de la dauber. Je ne vais pas dauber cette histoire. Je ne vais pas l'avorter. Il faut que je permette qu'elle aille à son terme. Voilà. Mais c'est gentil. Merci. Non, c'est normal. Enfin, je veux dire, on a affaire à une belle création. On a affaire à quelque chose qui mérite d'aller au bout, quoi. Au niveau de la création, en fait, pour dériver un petit peu, c'est qu'en fait, la manière où c'est fait, de ce que moi j'en comprends, c'est en fait, il fonctionnait pas forcément avec une fois que vous trouvez, vous trouvez. C'est en fait, on trouve quelque chose et c'est après, quand on continue, qu'on a les clés en fait qui nous permettent de comprendre que le chemin qu'on est en train de prendre est le bon, quoi. Et moi, c'est cette manière-là en fait avec laquelle je joue et c'est ça qui est pas toujours évident en fait à anticiper en fait. C'est que c'est en continuant le jeu, mais quand on arrive au bout, bah, comment on fait pour savoir qu'on est sur la bonne voie, quoi. Quand on est arrivé au bout avec cette logique-là, comment on fait pour savoir si le pile poil sur lequel on va aller, c'est le bon, quoi. D'où les multiples essais et puis la confusion, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Je peux En fait, le plus intervenir redoutable. là-dessus? Oui, Pardon, pardon. Michel. Est-ce que je peux intervenir là-dessus avant que vous répondiez, Michel? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. CS17. En fait, de ce que tu as dit juste avant, Michel, c'est que pour Max, c'était sa première chasse. Mais moi, je pense qu'à l'opposé, il y a aussi autre chose, c'est que pour beaucoup de chasseurs, c'était aussi leur première chasse. Et il y a Oui. beaucoup de chasseurs qui, du coup, étaient inexpérimentés sur ce qui était vraiment une chasse. Or, depuis, il y a eu pas mal de chasses. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'en fais. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins des règles d'une chasse. C'est-à-dire, on cherche des villes, on cherche des recoupements, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de chasseurs qui, au départ, c'était leur première chasse, ils ne savaient pas, mais je pense qu'entre-temps, ils ont pu en faire ou ils ont pu lire des solutions. Et parfois, quand on lit des solutions, mais on sait que ça ne peut pas être ça, parce que c'est vraiment à l'opposé de toute logique d'une chasse. Et je pense qu'il y a du coup cette double
manque d'expérience, que ce soit et du côté de Max et du côté des chasseurs. Et je pense qu'il faut aussi dire aux chasseurs de lire un peu les solutions qu'il y a et qu'une chasse, c'est en effet pas si compliqué que ça. Et pour répondre à la personne qui vient juste de parler avec moi, c'est que oui, une chasse, c'est linéaire, c'est en général linéaire et on n'est jamais tout à fait sûr qu'il y ait une confirmation. Là, il y a parfois des gens qui disent, moi, c'est confirmé 1000 fois, telle énigme ou telle chose est confirmé 1000 fois. Non, ce ne sera jamais ça. Ce sera toujours parfois confirmé une fois, parfois deux, parfois trois. Si tu dois faire une tu vas en haut. Et on reste en hypothèse plus ou moins jusqu'au dernier moment. On peut avoir une confirmation plus forte ou pas, mais je pense vraiment que les chasseurs doivent lire des solutions d'autres chasses et pas dire, parce qu'il y en a beaucoup qui répondent à ça, oui, mais attention, c'était la première chasse de Max, donc il se peut que ce soit totalement, qu'il n'y ait pas du tout les codes des chasses. Or, ça, c'est pas possible. Je pense que Michel pourra le dire. Je ne sais pas si vous avez lu d'autres solutions de chasse, mais en tout cas, vous avez fait celle avec Vincenzo. Et je pense que les chasses répondent quand même à des codes, à une simplicité, non pas dans les termes, non pas dans les feintes, mais une simplicité de on trouve 10-15 villes et pas 200, on fait 5-10 tracés et pas 200. Enfin voilà, ce genre de choses, de simplicité et de logique assez linéaire finalement. Voilà pour mon intervention. Avec des clés parfois entre les deux pour dire, ok, là vous avez quelque chose qui est intéressant. Dans les mots, quoi, en fait, là, ça peut être tout simplement en fait dans les mots qui vérifient, quoi. Et parfois, tout ça est très juste, mais vous savez, j'ai lu il y a pas longtemps là, est-ce que c'est du côté de Niort ou je ne sais pas où, une municipalité qui a lancé une chasse au trésor. Quand je lis le texte, je lis le petit article qui traite de ça. Je lis, les élus se sont inspirés de la chasse à la chouette d'or. Et j'arrête pas de lire ça. Et ça, c'est pour la presse locale de Niort. Et puis, c'est les Échos, c'est la revue Capital, c'est tout ça, les Échos ou Capital qui font un article sur le business des chasses au trésor et qui titrent tout le monde, enfin, ils titrent pas, mais ils commencent leur article en disant tout le monde cherche la chouette d'or. C'est la référence. C'est la référence. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est fait après la chouette d'or, c'est fait relativement à la chouette d'or. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais je l'emploie volontairement, c'est un peu caricatural quand même, mais toutes les conneries qui ont été faites sur la chouette d'or, chacun essaye de ne pas les reproduire. Chacun essaye de se dire, moi j'ai pas envie que ma chasse elle dure 30 ans puis qu'on la trouve jamais. Chacun essaye de se dire, moi j'ai pas envie que les mecs ils aillent déterrer ce que j'ai enterré ou machin avec un détecteur et qu'ils puissent faire n'importe comment. D'ailleurs, le premier qui l'a fait, c'est Max, qui, dès le trésor d'Orval, a stipulé qu'il fallait avoir la solution pour pouvoir prétendre être gagnant, parce qu'il s'est aperçu qu'il avait oublié de le faire, de l'écrire pour la chouette. Tout est comme ça dans ces histoires. Et pour bien vous recadrer le sujet, mettez-vous à la place de Max en 1980-1979, au moment où il a rédigé cette chasse. Il avait 40 et quelques années, très bien. Et à quoi il a fait référence ? Comme nous, comme moi en tout cas, si je l'avais fait à l'époque. Tintin, Stevenson, l'île au trésor, le trésor Brackham le Rouge, machin. Les références dans son imaginaire, c'était quoi ? C'était ça. C'était pas les chasses d'aujourd'hui, il les connaissait pas, elles n'existaient pas. Lui, sa référence de l'époque, c'était ça. C'était les histoires traditionnelles inscrites dans l'imaginaire collectif qu'on racontait aux enfants, que les enfants adoraient lire, de toutes les histoires de chasse au trésor. Donc comment il a fait son truc ? Il a planqué son trésor en disant « je vais le planquer là ». Comment il va falloir faire pour le trouver ? Il va falloir faire ça. Je vais me faire mon petit truc à la manière de... Et il s'est inspiré de son propre imaginaire, de ce qu'il savait lui, à cette époque-là, des chasses au trésor. Donc on est en plein dans la cible. Quand je parle de pirates, je raconte absolument pas d'ânerie, je ne plaisante pas quand je dis ça. Je dis, il a conçu son truc sur ce même mode de... il y a un code secret, il y a une carte, il y a un truc planqué, il y a un alignement, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a un peu de chaque, que sais-je. Il a fait sa sauce sur la base de son propre imaginaire. Donc on n'est pas du tout dans une chasse d'aujourd'hui. Ça ne se compare pas avec les chasses que vous connaissez aujourd'hui. Ça n'est plus pareil.
Et Parce qu'il y a la beaucoup moins chouette est d'interprétations. vraiment autre chose. Vous comprenez? Il y a beaucoup moins d'interprétations dans les chasses maintenant, quoi. En fait, on Ouais. sait beaucoup plus rapidement si on est sur la bonne voie ou quoi. Parce que là, il avait beau nous dire, oui, il n'y a pas d'interprétation, tout est clair, tout est clair. Oui, mais il y a tellement peu d'éléments, il y a tellement de choses à faire avec que du coup, bah, il y a toujours cette question-là d'interprétation qui arrive, notamment à la fin, et qui fait que du coup, bah oui, on nage un peu dans le flou artistique, quoi. Alors que les autres problème. chasses sont calibrées pour Ouais. qu'il y ait du coup une indication précise, un truc précis qui apparaisse à un moment et qui dise voilà, c'est ça, quoi. Le problème de Max, c'est que quand il dit tout est clair, il fait pas trop la différence dans sa tête ou dans la vôtre. Ouais. Dans sa tête, c'était très clair. Il Dans se la rend pas vôtre, compte en fait de toutes les j'ai des doutes, probabilités oui. qu'il y a, quoi. Bah oui, exactement. Maintenant, vous parlez des chasses plus récentes. Je me permets quand même de souligner à nouveau, parce que je l'ai déjà fait, qu'un certain nombre d'entre elles ont été résolues sur le mode bah, il y a un gagnant, mais il veut rester anonyme, donc vous ne saurez pas qui c'est. Merci, au revoir. Je n'ai vu aucune revendication. Moi, quand je dis un truc, j'ai un vent de contradicteurs, là, tout d'un coup, qui arrive, qui me dit ouais, c'est pas bien, vous changez ci, vous faites ça. Curieusement, dans certaines chasses, et vous allez en trouver sans que je vous y aide, qui ont été résolues ces dernières années, il y en a plusieurs d'entre elles dont on ne connaît pas les gagnants. C'est assez simple. Moi, j'organise une chasse, je vois que ça part dans tous les sens. Demain, je fais un message en disant il y a un gagnant, il veut rester anonyme, je récupère ma mise, je vous dis au revoir et merci. L'affaire est terminée. C'est vrai. Il y a Ça encore aussi, ça pire arrive. que ça. Il y a eu encore pire que ça. Il y a eu la chasse de Forest Fen où, Ouais. en fait, ça a été trouvé. Le gagnant a voulu rester anonyme, mais au-delà de ça, il n'a pas voulu que les solutions soient délivrées. Et l'auteur a accepté. Peu de temps après, il est mort. Quelques années après, il est mort. Et du coup, il y a plus de 10 000 personnes qui ont cherché cette chasse pendant 10 ans. Le trésor a été trouvé, qui ne vont pas être délivrés même après que le trésor ait été trouvé, quoi. Et Ouais, ça, je cherchais pour rien. je crois encore pire. Eh bien, s'il y a une chose que je peux vous dire, je vous donne ma parole que ça n'arrivera pas avec la chouette. Merci. Chacun connaîtra les solutions, ça je peux vous le dire. Super. Juste ce que je crains, c'est qu'il y ait quelques suicides, parce qu'il y en a qui vont pas vouloir y croire. Mais bon. C'est pas grave, il y en a qui chercheront la Surtout si c'est simple, quoi. Surtout si c'est simple. Surtout si la super solution, en fait, c'est un truc de dire non, mais non, quoi. Donc, Tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple. Non, il y mais a des rien n'est subtilités aussi après, compliqué. même à l'intérieur de la super solution. Ouais, mais tout n'est pas si simple quand même. Je veux dire, Max, c'était pas non plus un imbécile. Hein. C'était un type qui était intelligent. C'était un type qui était très vif d'esprit. Moi, autant je lui tape dessus parce qu'il le mérite, autant les qualités du bonhomme, je les reconnais. Hein. C'était un type intelligent, il était brillant, il avait du charisme, il savait très bien vendre sa sauce. C'est un gars qui était un bon commercial. C'était un type qui avait du coffre quand même. Mais par rapport à cette histoire de chouette, il est parti en vrille. J'ai pas dit en spirale, hein, vous remarquerez, je ne veux pas donner d'indice. Donc, il est parti en vrille. Et ça veut dire que son truc était super bien pondu au départ. Il a cogité, Normal, il a c'était un travaillé œuf. pour faire ça. Oui, mais même avec un œuf, c'était bien pondu, pardon, oui, j'avais pas saisi. Je suis tellement passionné. Mais au-delà de ça, il a rien mesuré, il était totalement inexpérimenté. Il n'a pas du tout prévu ce qui allait se passer. Et il serait à ma place aujourd'hui, bah, il aurait, d'ailleurs, il serait pas décédé, entre nous soit dit, la chasse aurait été trouvée, il aurait donné le coup de pouce, il m'aurait pas demandé mon avis. Il y a un moment donné, il aurait fait comme il l'a fait pour le trésor d'Orval et peut-être d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, il aurait donné le coup de pouce, il aurait fait en sorte que, pour que ça s'éternise pas. Ou alors, elle avait vraiment une place particulière dans sa tête parce que bah, du coup, c'était la première et qu'en fait, elle était vraiment intime, quoi. Et que du coup, en ça, il voulait pas la brusquer, quoi. Il voulait pas la forcer. Quand on a eu des discussions éloignées de toute poésie, tous les deux, lui et moi, et qu'on parlait gros sous, je peux dire que Max n'était pas spécialement un poète. Il faut pas exagérer non plus. Hein.
Ok. Faut pas exagérer. C'était un type qui faisait du marketing et il avait monté ce projet parce qu'il estimait que c'était un super projet marketing et il espérait en tirer beaucoup d'argent, ce qu'il a plus ou moins fait d'ailleurs. Mais voilà, c'était pas autre chose. Non, non, il y a jamais eu de mythification de la chouette de la part de Max. Ok. Ce qui fait la particularité de la chasse de la chouette, c'est qu'elle a été orpheline pendant quelques années. Et du coup, les joueurs se sont emparés de la chasse, en ont fait ce qu'ils voulaient. Et je pense que la difficulté pour vous de la reprendre en main vient d'ici, quoi. C'est vraiment le fait qu'elle soit restée orpheline pendant trop d'années. Totalement, surtout que du côté de la 2CO, c'est pas que je veuille absolument critiquer la 2CO, mais je suis bien obligé de constater ce qui s'est passé pendant 12 ans, parce que j'ai échangé avec eux, j'ai essayé d'expliquer avec eux. Je leur ai parlé, je leur ai dit des choses qu'ils n'ont pas voulu entendre. On a eu du côté de la 2CO des grands prêtres. Quand je parle d'une secte de la 2CO, c'était des grands prêtres de Max Valentin. C'est des gens qui ont pérennisé la parole de Max Valentin, qu'on dit Max Valentin a dit que, le dernier propos en date, c'est Max Valentin a dit que quiconque m'apporte la contre-marque, je lui donne la chouette d'or, qu'il ait résolu les solutions ou pas, du moment qu'il a la contre-marque, c'est la loi, je lui donne la chouette d'or. Tout ça est faux. Mais du moment que Max l'a dit, il faut respecter la parole de Max. Et c'est ce qui se produit, et c'est ce qui s'est produit de la part de tous les gens qui étaient plus ou moins proches de lui, notamment les gens qui ont créé, dirigé la 2CO pendant ces années-là, à partir de 2003. Et au moment où il est décédé, ils se sont acharnés là-dessus, ils ont idéalisé le bonhomme, et ils n'ont plus voulu en démordre. Donc ils ont écrit, on a eu des blogs, on a eu des Monglan, on a eu des gens comme ça qui font des affirmations péremptoires, mais qui sont totalement fausses. Je peux vous dire qu'il y a des choses, mais archi fausses, mais qui sont assénées d'une telle manière par des gens comme Monglan qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'ils disent des choses comme ça sans que ce soit vrai. Il a l'air tellement sûr de lui, c'est un type intelligent, on ne peut que le croire. Et c'est ça qui a donné à la chasse une telle ampleur et qui a ouvert autant de possibles parce que certaines personnes se sont plus à dire tel ou tel propos, tel ou tel m'a dit, l'ensemble des m'a dit sont indiscutables, c'est comme ça, c'est pas autrement, Max l'a dit, il faut l'écouter, il faut le croire. Et aujourd'hui, le gros problème qu'on a tous, vous comme moi d'ailleurs, c'est ce dont on parle depuis un bon moment et depuis toujours, c'est de faire marche arrière là-dessus. C'est de revenir en arrière et de dire on remonte le temps, on repart du bon pied, on n'a pas pris la bonne porte, on prend l'autre et on voit ce qui se passe. Sinon, pour être un peu plus terre à terre, j'ai 2 heures devant moi avant l'orage. Est-ce que vous auriez un conseil de balade autour du rocher? Je connais pas assez la région, mon cher. Ma famille paternelle est originaire de Sarreguemines. Je crois que c'est pas très loin de Dabo. Mais pour autant, je n'y ai pas vécu et je ne connais pas très très bien la région. On a juste besoin du spot final, hein, c'est tout. Hein. Oui, bah oui. Oui, mais la chouette n'est pas à Dabo. Clairement, il n'a jamais mis les pieds. Oui, Michel n'a jamais mis les pieds à Dabo. Écoutez. Ne me charriez pas. La seule chose précise que j'ai dite, que je répète, la chouette, vous m'écoutez bien là, hein, n'est pas. On écoute, on a les yeux, les la oreilles. Chouette, la chouette n'est pas au pied des sentinelles. La chouette n'est pas au centre des sentinelles. Donc arrêtez, pour ceux qui le font, de creuser là-bas, vous massacrez le site. Moi, je suis en train de me faire allumer par les services d'archéologie. Il va y avoir un jour ou l'autre des vagues avec ça. Il faut arrêter de massacrer ce coin. Je vous dis, vous m'entendez bien, c'est très précis, mes mots sont choisis, je n'en dirai pas un de plus. Elle n'est pas au pied des sentinelles, elle n'est pas au centre des sentinelles. Donc ne massacrez pas tout ça, d'accord? Mais si c'est à 2 mètres, il y aura des trous à 2 mètres. À 2 mètres, voilà, c'est ça, Michel. Le banc de Saint-Martin, c'est bien les sentinelles. Non, ceux qui imaginent que les bornes sont les sentinelles, je vous dis, ne massacrez pas ce site. Je vois des photos, je vois des récits, je vois tout ça. Arrêtez de massacrer ce site, on va se faire engueuler. C'est ça que je vous dis. Ce n'est pas au pied. On peut dire à 10 mètres ou à 20 mètres. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au pied, on a l'impression que c'est 1 mètre, 2 mètres.
Est-ce qu'on peut élargir Vous avez vu les photos que j'ai vues sur le Discord. Il y a des mecs qui ont creusé. On a l'impression qu'il y a une pierre qui va se casser la gueule, même. Je sais pas, mais. Oui, il y a une pierre je peux vous faire qui commence J'y étais à. ce C'est la week-end. pierre qui roule, qui a masse mousse. Oui. Non, mais je rigole pas. Non, mais attendez, je rigole pas en disant ça. Non, mais il faut dire pas dans les 20 mètres. Dire pas dans les 20 mètres. Au pied, on a l'impression que c'est que 1-2 mètres et les mesures, c'est souvent 3, 4, 5. Donc, je comprends, Michel, mais ça reste tendancieux. Il va falloir un jour soit exclure les BSM comme point final, soit dire 20 mètres. Écoutez, ne me cherchez pas sur ce sujet. Je viens de vous dire quelque chose de précis. Si j'ai bien compris, les bancs de Saint-Martin, la borne Saint-Martin, je sais pas comment il faut dire, il y a 3 pierres. On est d'accord? Oui. Bon. Vous considérez ces 3 pierres et vous leur foutez la paix. Vous creusez pas entre les 3 pierres, c'est pas la peine. Comme ça va nous éviter des gros problèmes avec les services d'archéologie, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Parce que là, je vois que la tension est en train de monter autour de ce site. J'ai l'impression que beaucoup de personnes, je sais pas combien, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont creuser là-bas. Les photos que j'ai vues sur le Discord sont quand même assez alarmantes. Il faut arrêter, c'est stupide. En plus, ça a été tellement labouré, ce truc-là. Si la chouette était entre ces bornes... Si la chouette était à Dabo, on le saurait. Bah écoutez, vous savez quelque chose? Ah non, moi je sais rien du tout. Moi non plus. Non, mais n'essayez pas. Non, écoutez, soyez sérieux, n'essayez pas de me faire dire des choses que de toute façon je ne dirai pas. Je vous explique simplement, il y a un moment où il faut calmer le jeu sur certains trucs parce que ça devient du délire. Ça devient du délire. Franchement, les photos que j'ai vues, je ne sais pas comment c'était avant, mais honnêtement, la personne qui est arrivée sur ce site et qui l'a laissé dans l'état où j'ai vu sur les photos, comment Caspius et Tina sont allés remettre le terrain en état. Enfin, je veux dire, là, on est dans le délire, quoi. Faut arrêter ça. Et encore ce week-end, il y a au moins 3 trous à reboucher là-bas. Ouais, mais ça veut pas dire que la chouette est à Dabo. Hein. La pierre Saint-Martin délimite justement la frontière de Dabo. Donc, à 1 mètre de l'autre côté de la pierre. Je ne dis pas qu'elle est à Dabo, je ne dis pas qu'elle n'y est pas, je ne donne aucun élément. Je vous dis juste, en ce qui concerne ces 3 malheureux cailloux, foutez-leur la paix, c'est pas la peine d'aller massacrer ce truc, quoi. Mais vous venez de dire de pas creuser entre, mais il y en a qui vont creuser derrière maintenant, hein, et ça peut être aussi dangereux. Non, quand je dis au pied, quand je dis au pied, c'est autant devant que derrière. Attendez, faut pas ergoter non plus. Non, il faut pas toucher à ces 3 pierres, quoi. Faut arrêter. Merci. Est-ce qu'on peut recommander aux joueurs aussi de ne pas creuser du tout? Parce que normalement, quand on a la super solution, on en est quand même persuadé. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui creusent. Et vous êtes plutôt contents, mais moi, je suis un peu attristé parce que je me dis non, les gars, je pense que pour creuser, il faut vraiment avoir un truc qu'on fait waouh. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, quoi. Et pas juste, bon, peut-être que c'est là, je sais pas. Vous appuyez sur le deuxième endroit où ça fait mal. Est-ce que oui ou non, on offre aux joueurs la possibilité de valider ou d'invalider leur solution sans être obligé d'aller creuser? Ouais. C'est une vraie problématique qui est liée non pas au jeu lui-même, mais à la législation qui a totalement changé depuis 20 ans. Le jeu a démarré ça va faire 30 ans. Et depuis 20 ans, la législation sur l'archéologie, sur la préservation du patrimoine, etc., la législation a évolué, elle s'est considérablement étoffée, et aujourd'hui, on est confronté à une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 30 ans, par rapport justement à cette problématique d'aller creuser ou pas un peu partout. Mais le problème, Monsieur Becker, c'est que du coup, ça sous-entend que le pile-poil de notre canapé, c'est obligatoire. Et que la possibilité de définir le pile-poil de son canapé, ça devient la seule condition de pouvoir trouver la fin de jeu, et que donc c'est vraiment possible. Et quand vous nous en faites part, vous dites que oui, c'est théoriquement possible de le faire de son canapé, mais ça reste quand même une chasse-terrain. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment possible de trouver de son canapé? Est-ce que sur Internet, on va trouver nos repères comme on pourrait les avoir sur le terrain pour pouvoir définir notre pile-poil? C'est quand même des questions qui sont importantes. Alors, oui, bien sûr que c'est des questions plus qu'importantes, c'est fondamental. Et dans mon nouveau rôle d'organisateur du jeu, il est évident que je dois les considérer. Le vrai problème par rapport à votre question, c'est de dire, est-ce que la question que vous me posez aujourd'hui, que vous m'auriez posé différemment il y a 30 ans au démarrage du jeu, est-ce que cette question admet la même réponse?
Autrement dit, est-ce qu'il y a 30 ans, c'était trouvable de son canapé ou pas tout à fait de son canapé mieux qu'aujourd'hui? Et je ne sais pas quoi vous répondre. C'est justement... Oui, allez-y, je vous en prie. Ce que je dis, c'est que si vous mettez en place un système de vérification pour la super solution et que du coup le jeu devient entre guillemets virtuel, parce que il faut absolument qu'on trouve notre canapé, du coup, ça sous-entend qu'il faut qu'on soit vraiment capable d'y arriver de notre canapé. Et que donc les infos, les repères qui ne sont pas sur la carte, on puisse quand même les trouver sur Internet et peut-être en avoir une représentation ou quelque chose pour définir notre pile poil, quoi. Absolument, absolument. C'est tout à fait exact. Ce que vous dites est tout à fait exact. Mais il y a 30 ans, Max Valentin avait écrit qu'on pouvait trouver de chez soi, qu'il n'était pas utile de se déplacer tant qu'on n'avait pas trouvé la solution. Donc en fait, dans la théorie, dans l'exposé qu'avait fait Max Valentin, c'était tu trouves, tu y vas, tu creuses et c'est bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne se déroule pas du tout comme prévu. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas, on n'est pas vraiment sûr, mais on va creuser quand même. Puis si c'est pas là, on essaye 10 cm plus loin, 20 cm plus loin, 1 mètre plus loin, 2 mètres plus loin, et on aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une folie du trou un peu partout. Donc la problématique, elle est particulière, elle est inhérente au jeu, et c'est exactement ce que je vous dis, c'est tout ce que je retire de nos échanges. Comment je fais pour limiter la casse, si je puis dire, pour arriver à canaliser un peu le truc? La première chose que je fais, c'est de dire, bon, foutez la paix au banc de Saint-Martin. Encore une fois, c'est 3 cailloux, ça se trouve pas au milieu des 3 cailloux, ça se trouve pas au pied des 3 cailloux. Donc, exit les 3 cailloux, foutez-leur la paix, cherchez ailleurs, cherchez autour, cherchez plus loin, cherchez dans d'autres endroits, mais n'allez pas creuser et risquer de faire tomber ces bornes. On va vraiment avoir des gros problèmes avec ça. Et pour d'autres sites, c'est la même chose. J'ai eu l'autre jour la photo d'un pile-poil d'un joueur qui creuse à 10 mètres, 20 mètres d'un site classé. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. On est dans un jeu qui, en 1993, ne mettait pas en danger la proximité d'un site classé ou quoi que ce soit. Visible, évident. Alors qu'aujourd'hui, il y a des endroits un petit peu plus qui, à l'époque, n'intéressaient personne, qui aujourd'hui intéressent les services d'archéologie, c'est possible. Mais je veux dire, avec une certaine logique, on comprend bien qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des choses qui risquent d'endommager irrémédiablement un site plus ou moins historique, plus ou moins... Bon, en l'occurrence, quand on parle des bancs de Saint-Martin, je n'ai pas connaissance qu'elles soient classées ou quoi que ce soit, mais on comprend bien que ça fait partie du circuit du circuit des bornes, etc., autour de Dabo, autour de tout ça. C'est des sites où il ne faut pas aller faire occasionner des dégâts comme ça, c'est évident, quoi. Et jamais Max n'aurait été faire un truc pareil. Faut pas... Si un jour, pour contrecarrer ça, vous dites qu'on interdit de creuser totalement dans ce jeu et tout se fait virtuellement, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais encore faut-il avoir la certitude que ce fameux pile-poil, aujourd'hui, avec ce qu'on trouve sur Internet, on puisse le trouver de notre canapé. C'est simplement ça le truc, quoi. Ça ne me pose aucun problème non plus. Et si jamais ça devait arriver, je prendrai les dispositions suffisantes et nécessaires pour que tout soit possible depuis son fauteuil. Ça dénature complètement le jeu à ce moment-là. Il s'est passé 30 ans. Il s'est passé 30 ans. Moi, j'y peux rien. Il s'est passé 30 ans. La loi a changé. La loi a changé. Les règlements ont changé. On ne peut plus faire aujourd'hui ce qu'on faisait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on n'avait pas le sida, on n'avait pas tout ça. On faisait des choses qu'aujourd'hui, on ne fait plus. Vous voulez dire que le site n'est plus public Non, rien n'a changé. Mais je vous ai expliqué, je l'ai expliqué sur un vocal, le contact que j'ai eu avec les services d'archéologie, il m'a été dit, il existe aujourd'hui une carte extrêmement précise et détaillée qui définit tous les sites sensibles, intéressants qui existent en France. Très bien. Sauf que les services d'archéologie se refusent à la publier, cette carte, parce qu'elle servirait de guide à tous les pilleurs. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je n'ai pas accès à cette carte, bien évidemment. Il est possible que je puisse avoir des informations relativement au site où se trouve la cache qui me permettront de m'assurer de la réelle situation de ce site. Aujourd'hui, à ma connaissance, il ne s'agit pas d'un site qui est concerné, mais pour autant, je dois quand même tenir compte de l'évolution des choses. Il risque de le devenir éventuellement, c'est ça? Oui.
Ah ben j'en sais rien. J'en ai aucune idée, mais on peut pas, on peut rien exclure. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a dessous, moi. Hein. Je connais pas Imaginons cette qu'on carte. trouve une chouette d'or, les services archéologiques pourraient dire il y a un truc important, il faut qu'on classe cette zone. Ça dépend de vous. Si vous traînez trop, c'est sûr que si on la trouve dans 30, 40 ou 50 ans, ça va devenir une pièce d'archéologie, la chouette d'or. Le bronze va finir au musée. Pas le musée de la chouette d'or, il va finir au Louvre. Bonjour, j'ai une question. Je Ouais. voudrais savoir il y a une c'est Oz. Je voudrais savoir s'il y a une piste autoroutière. C'est-à-dire qu'on directement On t'entend pas très bien. Une piste autoroutière. piste autoroutière. C'est-à-dire que Bon, alors je vais vous répondre à la française. S'il y a une piste autoroutière, il faut payer pour le savoir. C'est payant, hein. Les autoroutes, c'est payant. Non, je déconne. Vous entendez par là, vous faites allusion aux propos qui figurent dans les Madis de Max Valentin, la piste autoroutière, etc., les fausses pistes, c'est ça? Bretelles. On vous entend super mal, hein. Je suis même pas sûr de vous entendre là. Faites un petit effort. On vous entend très très mal, Oz. On vous entend très très mal. Moi, j'entends rien du tout même. Hein. Bah, oui, j'ai franchement du mal à comprendre. Ce qu'il a dit, il est en voiture. Il est en voiture, Eh ben oui. Il est sur l'autoroute. Il est sur l'autoroute en fait. Et Michel, je vous ai Il est sur la bretelle d'autoroute. Michel, je vous ai tout envoyé en privé. Vous m'avez tout. Qui parle là? Qui parle? C'est Belou. Belou. En fait, les 1300 messages non lus, c'est Belou en fait. Non, ça fait un mois, j'ai pas posté de message. Là, j'ai posté, Il y en a 1003 de retard, 1002 c'est Belou. Il sent bon celui-là de message. Je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais à mon avis, ça doit faire une paire d'heures. Hein. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Là, on vous entend très bien, oui. Ah ok, d'accord. J'étais sur mes écouteurs. Ouais, en fait, je trouve une piste. Je pense que c'est la mauvaise, mais en fait, ça coupe beaucoup d'énigmes en fait. Il y a une sorte d'astuce pour couper pas mal d'énigmes, et j'arrive sur une zone qui est vraiment éloquente. Et je me dis, bon, j'y suis arrivé trop vite. J'aurais dû passer par des petits chemins. Oh non. 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 D'après moi, ça ne peut pas exister, ça. Franchement, vous savez, je reviens perpétuellement sur le même thème du personnage de Max Valentin. Max Valentin, c'est quelque part, à un moment donné, c'est un petit peu gargarisé de mots. Il a utilisé ses concepts, toutes ces idées que lui donnaient les chouetteurs, les super solutions, les reliquats, la piste autoroutière, les fausses pistes, les machins. Il s'en est tellement servi de ça que, franchement, ça a pris aujourd'hui une ampleur qui est très très loin de la réalité. Il n'y a pas de piste autoroutière, de fausses pistes autoroutières. Il n'y a pas du tout un trajet que certains pourraient suivre d'une manière en toute allégresse, en se disant j'ai tout bon, je continue. Ça n'existe pas. Si on n'a pas tout bon, on s'en aperçoit vite. Il n'y a pas un moyen en fait de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Moi, j'ai quelque chose j'ai quelque chose qui me dit, en gros, si je vais dans la bonne direction ou pas. J'ai une indication qui me permet de savoir si je suis dans la bonne direction ou pas. Parce que ça, Et c'est ce que tous les joueurs attendent de moi. Donc, si vous avez trouvé un truc pareil, ça peut m'intéresser. Je pense pas que ça existe aujourd'hui. Et une des choses que j'aimerais réussir à faire, mais je ne sais pas encore comment, c'est justement de donner quelques points de repère qui permettent d'éliminer, d'éviter à tous les gens qui se fourvoient d'aller trop loin. De leur donner la possibilité à un moment donné de se dire non, bah, je me plante, c'est pas bon, je repars d'un autre côté, quoi. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression d'en avoir vu quelque chose comme ça, mais je me demande, est-ce que c'est moi qui me fait des films, en gros, quoi? Ou alors, c'est vraiment ça, en fait. Et parce que moi, ça me permet d'avancer dans le jeu, en fait, ça. Et à un moment donné, j'ai pas continué parce que ça commence à être difficile. Et j'ai pris un court-circuit. Et quand j'ai pris le court-circuit, je suis arrivé sur une zone. Et la zone est vraiment éloquente, quoi. C'est-à-dire que quand on est sur cette zone-là, on se dit, ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est ça. Après, ça peut...
Des endroits comme ça en France, c'est il y en a vrai. plein. Malheureusement, je crois qu'on a tous eu des coïncidences Ouais. monstrueuses sur un lieu. C'est même plus que monstrueux. Je dois vous dire que j'ai dans tous les messages que je reçois, j'ai des trésors, c'est le moment de le dire. J'ai des trésors de coïncidences et d'imagination. C'est extraordinaire. Je lis des choses où je me dis, mais franchement, chapeau, quoi. Ceux qui arrivent à élaborer ça, je dis chapeau. Ils font des recherches très poussées pour me trouver des coïncidences, des allusions sur des noms de lieux, sur des noms de villages, sur des noms de villes, sur des trucs. Mais et je me dis, mais c'est incroyable. Moi-même, je me dis, mais c'est incroyable comment on arrive avec, disons, des énigmes qui sont suffisamment sibyllines pour ne pas verrouiller l'imaginaire et pour laisser aux gens une grande capacité d'interprétation. Comment on arrive à ce que beaucoup de joueurs aboutissent à des solutions construites, à des théories construites qui tiennent la route, qui pourraient très bien être les bonnes. Et c'est basé sur des choses fausses. Et je me dis, mais ce qui est incroyable, c'est que ça tient la route, quoi. Et vous êtes nombreux dans ce cas-là, je peux vous dire, vous êtes nombreux dans ce cas-là. C'est le vrai problème de ce jeu. Parce que c'est peut-être la chasse en elle-même qui est construite en fait d'une manière qui ressemble pas aux autres, quoi, du coup. Et qui fait que quand on applique les codes un peu habituels, bah du coup on arrive à des trucs un peu flous, quoi. C'est pas que cette chasse ne ressemble pas aux autres, c'est que les autres ne ressemblent pas à cette chasse. Ouais. Elle a été faite avant. Elle a été faite 15 ans avant qu'on en trouve sur le marché. 15 ou 20 ans avant qu'on commence à en trouver sur le marché des chasses au trésor. Elle a été faite avant. C'est les autres qui ne lui ressemblent pas. Elle n'a jamais prétendu, à part Masquerade, elle ne s'est inspirée de rien d'autre. Donc tout ce qui s'est fait après, surtout chez nous en France, s'est inspiré de la Chouette. Mais la Chouette, elle ne s'est inspirée d'une certaine manière que de Masquerade. Et encore, parce que mais encore à la sauce. Quand on n'a pas trouvé les solutions en intégralité, on peut pas être influencé en totalité, quoi. C'est que du coup, si tout le monde est bloqué au bout de 30 ans, c'est bien qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été trouvées, qui font peut-être partie de verrous assez importants dans la chasse en elle-même, quoi. Il y a qu'un truc qui n'existe pas d'une manière officielle, c'est la passerelle entre les deux compartiments de la chasse. C'est la passerelle entre le chemin à parcourir et le moment où on attaque la super solution. Là, il y a quelque chose qui apparemment ne se fait pas, et c'est là-dessus que je travaille, et c'est pour ça que je passe tellement de temps sur le Discord. C'est parce que tous les échanges que j'ai, tout ce que j'entends de votre bouche et tout ce que je lis dans mes messages m'apportent des éléments de réflexion qui vont me permettre, je pense, j'espère en tout cas, d'apporter une contribution nouvelle qui va permettre aux gens de se dire, tout ce que j'ai imaginé jusqu'à présent, c'est super joli, ça tient bien la route, mais il manque un truc, donc je suis pas dans la bonne direction. Et il faut que je permette aux gens de déceler ça. Oui, parce que pour l'instant, c'est vrai que malheureusement, au fur et à mesure qu'on cherche tous, on se retrouve tous sur des coïncidences, des fois qui font peur, quoi. Oui, mais ça n'empêche pas que je reçois des messages où je me fais engueuler par des gens qui disent, mais vous en dites trop, faut arrêter, vous êtes en train de déflorer la chasse, il faut pas faire ça, etc. Tout le monde n'a pas la même perception du sujet. Non, mais moi perso, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait laisser ça comme ça, malgré le fait que ça fait 29 ans que ça dure, bientôt 30. Mais c'est vrai qu'en fait, on pourrait quand même se poser la question concernant Max, donc là je reviens vraiment sur la chasse en général. On pourrait vraiment se poser la question si lui-même avait pas fait certains calculs, parce qu'on tombe sur des trucs. Moi, je suis tombé sur un truc hier où j'ai déchiffré une latitude et une longitude. Quand je me retrouve et les choses que j'ai pu recouper et la dernière énigme, clairement, ça me dit face au truc en plus que je vois clairement, c'est impossible. Je me retrouve sur Google Maps Street View, donc c'est impossible. Je vois un endroit précis où si je suis la dernière énigme, ça me dit pas ce que je dois faire et je me dis non, c'est pas ça, quoi, parce que c'est impossible par rapport au terrain privé, etc. et tout. Mais il y a tellement de coïncidences que des fois on tombe dans des trucs où on se dit mais non. Parce qu'on ne sait pas exactement quoi chercher, en fait. On ne sait pas exactement quoi utiliser et quoi chercher, en fait. Et c'est le principe de la super solution. C'est que même la super solution en elle-même, moi, je pense qu'il y a du travail aussi à faire avec.
et que de toute manière, même si on a la super solution et qu'on a la logique, et ben de toute manière, il y aura quand même du travail à faire dessus et des possibilités d'erreur liées à elle, et qu'il y aura quand même énormément de travail à faire avec pour arriver jusqu'à la fin, quoi. Bah c'est ça, et je reviens sur un truc important, je pense, pour tout le monde ici. C'est que forcément, quand on dit de pas aller creuser des trous n'importe où, etc., c'est parce que moi-même, je me rends compte que là, si à chaque fois que je trouvais quelque chose de probant en quelque sorte, j'allais creuser, je pourrais me retrouver avec des emmerdes, quoi. Enfin voilà, je veux dire. Il y a un autre phénomène qui ressort de tout ce que vous me dites. Je ne sais pas si vous y pensez. Comment vous considérez-vous par rapport à la chasse? Comment vous considérez-vous vous-même par rapport à la chasse? Est-ce que vous vous rendez compte que chacune de vos trouvailles, de chacune de vos trouvailles, de chacune de vos idées lumineuses, de chacune des coïncidences que vous trouvez, vous créditez Max? À chaque fois, vous inscrivez ça au crédit de Max. Vous êtes incapable, apparemment, de vous dire c'est mon propre génie, c'est ma propre trouvaille, et est-ce que ma propre trouvaille correspond aux données du jeu? Avant ça, vous commencez par en créditer Max en disant c'est pas possible, une telle coïncidence, c'est pas possible. Ça veut dire que, a priori, vous accordez à Max le crédit de la trouvaille. C'est phénoménal. C'est qu'en soit on a deux solutions, c'est soit on accorde le crédit de la trouvaille à Max, soit on a cette histoire de doute où justement on peut se poser la question c'est une coïncidence ou pas. Maintenant, il y a quand même des données. Moi, par exemple, par rapport à ce que j'ai trouvé hier, il y a des données où je sais très bien que la limite en parlant de la chasse en général, entre la légalité et l'illégalité, la limite est simple, ça doit être 30 cm. Oui. Donc à partir de ce moment-là. Mais je comprends ce que vous me dites, mais sur l'aspect psychologique, sur l'aspect humain de ce qui se passe en ce moment, de milliers de gens qui cherchent, d'un type qui n'est plus là et qui avait pondu des énigmes, sur ce point-là précisément, il faut commencer par vous dire que votre imaginaire est beaucoup plus productif, beaucoup plus fertile, beaucoup plus important que n'était celui de Max. Max n'était pas un imaginatif. Max était un opportuniste. Max a écrit Les murs se marrent. C'est quoi les murs se marrent? C'est des graffitis qui ont été repérés, notés et transmis à Max. Il en a fait un recueil. Il n'a jamais prétendu qu'il les avait écrits lui-même ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il a menti là-dessus. Je dis comment fonctionnait-il? C'était un commercial, c'était un homme de marketing, donc c'était un opportuniste. Il captait les tendances, il captait les attentes, et avec ça, il fournissait un produit qui l'enrobait de la bonne manière pour le vendre. Pourquoi voudriez-vous que son imaginaire soit plus riche que le vôtre? Vous êtes, vous, qui êtes aujourd'hui titillé par les énigmes, qui vous attaquez aux énigmes, vous avez un imaginaire qui est beaucoup plus important que celui de Max. Donc il est totalement illogique de vous dire, quand vous trouvez quelque chose, c'est trop, quoi, c'est pas possible, forcément, c'est ça. Non. Quand vous trouvez quelque chose, il faut commencer par vous dire, est-ce que vraiment j'ai mouliné pour trouver ça? Jusqu'où suis-je allé dans ma propre tête pour élaborer cette théorie? Et puis quand je remets ça en parallèle avec ce que je trouve dans le livre, puisque comme nous le redirait avec plaisir Tom Poussex, tout est dans le livre, il est immortalisé Tom Poussex par rapport à ça, eh bien... Il va être content ce soir. Mais oui, mais posez-vous la question, votre imaginaire est bien plus riche que celui de Max Valentin. Enfin, Max Valentin n'a jamais imaginé tout ce que vous imaginez, vous. Il n'y a jamais passé autant de temps. Combien de temps avez-vous passé, vous? Il a écrit, j'ai passé 400 heures. Vrai, pas vrai, j'en sais rien. 300, 200, 100, 400, 500, on s'en fout. Vous avez des milliers d'heures de réflexion. Votre imaginaire est beaucoup plus riche. Vous avez produit beaucoup plus de choses que Max Valentin. Il n'a jamais consacré autant de temps à cette chasse. Donc, reprenez une logique différente, reprenez une approche différente, relativisez vos découvertes et mettez-vous, essayez de vous mettre en phase avec un type qui a conçu des énigmes à sa hauteur, à sa portée, en ayant travaillé 400 heures dessus, bon ok, et après il est passé à autre chose. Michel, bonjour. Exalastro. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Est-ce que on pourrait se dire de rester simple, plus simple? Mais oui. Je veux pas, enfin, quand vous dites arrêter de donner du crédit à Max Valentin, j'aurais une proposition à faire. Pourquoi on parlerait pas de Ouais. Régis Hauser? Arrêtons de Allez-y. parler de Max Valentin. Essayons Ouais. de remplacer. Moi, aujourd'hui, quand je suis face à ces 2 dernières énigmes, évidemment, il y a des doutes encore sur les 9 premières. Je dis pas le contraire, mais il faut avancer à un moment, mais j'essaie de rester simple. Il y a beaucoup Donc, de gens sur les 9. Hein. Beaucoup de gens et ont déjà donc, dit. bah oui, c'est ça, on y est. Admettons, on y est. Ça Oui, y est, non, on a mais compris qu'on devait en rester simple. Michel l'a dit. Michel l'a dit, il a redit, il y a beaucoup de gens qui ont les 9 déjà. Ouais, je pense aussi Ouais. que c'est Mais ne faites l'interprétation surtout que j'en pas. fais. Mais Alors, moi, je me vois, vous ne- connaissez le film Les Goonies? Moi, oui. je suis un des années 80, donc moi, je suis un gosse là en ce moment, en me disant, j'ai la carte, il y a des forêts partout, il y a du visuel. Si je suis un pirate, je peux pas tourner autour du pot, autour de 50 lieux différents. Donc, il faut être créatif. Ok, Régis Hauser, s'il est un opportuniste, il a dû se baser sur quelque chose qui était comme le nez au milieu du visage pour pouvoir avancer. Donc, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris note de tous vos bons commentaires, vos commentaires avisés pour ne plus discuter sur les Madis. C'est-à-dire que si j'ai une théorie et que je vais avoir envie d'aller fumer ma petite clope Madi, je l'éteins tout de suite. Je fais demi-tour. Donc Quelle j'essaie belle de me dire image. qu'est-ce qui va rester simple aujourd'hui chez tout le monde. C'est pas possible qu'avec les 200 000 chasseurs, on n'ait pas aujourd'hui les bonnes idées. Donc je pense qu'en effet, soit on s'arrête pas en se disant, ou on s'arrête automatiquement sur quelque chose qu'un Madi ou qu'un Max Valentin a pollué à un moment, mais Régis, s'il était la personne que vous décrivez avec les moyens qu'il avait à l'époque, en effet aujourd'hui, c'est vrai, avec toutes les chasses qu'on a faites, et c'est pas une question, mais c'est un statut. Je connais pas une seule chasse aujourd'hui où on n'a pas eu besoin d'indices. J'en connais pas une. Même l'Orval, on sent bien qu'à la fin, on a dû avoir un petit coup de pouce. Il n'y a aucune chasse aujourd'hui. Si on n'avait pas d'IS, je suis sûr qu'il y a des chasses qui courraient encore aujourd'hui après 30 ans. Donc Bien la sûr. chouette fait que son historique, on a cette ligne du temps qui est énorme. Et vous en avez parlé, peut-être aussi Régis voulait lâcher un moment ou pas un indice pour nous aider. C'était pas son plan que ça dure 30 ans, je m'en doute certainement bien, mais voilà, on est aujourd'hui pendu à toute l'histoire de la chouette en se disant on peut pas l'arrêter comme ça, ce serait trop bête qu'un IS vienne faire court-circuiter ce qu'on espère tous, comme le Graal hein, quelque part. Hein, je dis pas, c'est un peu tout ce qu'on a sur le bout de nos lèvres, mais il y a un moment, on a tourné autour du pot, on comprend que c'est une notion, un concept que personne, non, unique à une des 2 dernières énigmes. Ouais. Et ce concept ne dit pas qu'il est compliqué, ça pourrait être un concept très simple qu'on n'a pas vu sur les 9 premières énigmes. Je ne demande pas de réponse, mais tout en restant simple, voilà, j'essaye simplement de tout dire et rien dire. Finalement, je ne fais pas avancer le schmilblick, mais voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Si l'échange fait toujours avancer le schmilblick dans la mesure où le fait qu'on soit tous en train de s'écouter ici ou de parler fait qu'il y a une ambiance générale qui se dégage. Et ça, c'est très important. C'est extrêmement important. On est en train de sortir déjà d'une chasse complètement ésotérique où on devrait aller chercher au xème degré des trouvailles d'un type tellement intelligent qu'on se demande comment il a pu survivre pendant aussi longtemps. Donc c'est bien, on revient sur Terre en échangeant comme ça. On redonne une vraie ambiance à cette chasse et on la recadre dans le présent. Alors, ce sur quoi j'insiste lourdement, c'est que je vous invite à maintenir ce que j'ai entrepris, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire à établir une différence absolue entre Régis Hauser et Max Valentin. Et Régis Hauser n'est pas Max Valentin n'est pas Régis Hauser, une fois pour toutes. Et je ne suis pas en train de jouer sur les mots. Moi, je me souviens de mes échanges de départ avec Régis Hauser, c'était de la rigolade, c'était des bons moments, on avait envie de faire des trucs. On était dans un premier temps dans une ambiance avec un sponsor, donc ni lui ni moi n'étions engagés financièrement, on engageait notre travail, mais pas de la finance. Ce qui a changé ensuite, c'est que moi j'ai engagé beaucoup d'argent, mais au départ on était dans un contexte beaucoup plus détendu, beaucoup moins lourd de conséquences pour moi, et donc on avait des échanges beaucoup plus légers. En revanche, le personnage de Max Valentin, je vous assure, je vous affirme, et je vous redirai toujours que c'est un produit des réseaux sociaux. Le réseau social dont il est question à l'époque, c'est le Minitel. Max Valentin, c'est une résultante du Minitel. C'est Régis Hauser monté sur scène qui s'est pris les projecteurs dans la gueule et qui n'a pas compris ce qui arrivait. Et je vous assure qu'il n'a pas compris.
J'en suis absolument certain. C'est pour ça que je ne lui voue pas une rancœur inextinguible. Bien au contraire, je comprends quel a été son talent, je comprends quel génie finalement, ou quelle invention géniale plus exactement a été celle de Max Valentin, mais je mesure complètement qu'elle était involontaire de sa part. Elle n'était pas du tout préméditée. Il a été ébloui par les projecteurs, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça l'a grisé. Quand il a vu que ça fonctionnait bien, que son compte en banque se remplissait tous les mois, il s'est dit c'est merveilleux ce qui m'arrive. Et il a perdu pied. Il a été pris par son rôle et il a commencé à improviser dans son rôle. Et aujourd'hui, nous tous, moi le premier, puisqu'encore une fois, à la différence de vous, ça ne fait qu'un peu plus d'1 an que je suis vraiment les pieds dedans, puisqu'avant j'étais complètement extérieur en fait à la chasse elle-même. Nous sommes tous confrontés à ce retour aux réalités, à la réalité. On revient les pieds sur terre. Et comment on fait pour, sans renier, sans démolir l'énergie, les efforts, les millions d'heures consacrées par des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs à cette chasse, comment on fait aujourd'hui pour la ramener dans le domaine du possible, au niveau de sa résolution, sans trahir tous ceux qui y ont consacré autant de temps et sans démolir le travail des uns ou des autres. Autrement dit, sans remettre en quelques minutes tout le monde sur une deuxième ligne de départ, comme on me l'a évoqué, qui se situerait à quelques mètres de la cache. Ce serait stupide de ma part de faire ça, ce serait criminel, l'histoire est beaucoup trop belle. Mais la problématique, elle est hyper compliquée. Et j'essaye de vous dire que psychologiquement, l'un des phénomènes majeurs qui aujourd'hui fait que cette chasse s'auto-alimente, que l'histoire s'écrit d'elle-même, c'est l'énorme imaginaire que des milliers de personnes balancent sur ces énigmes. Vous avez un imaginaire qui est tellement riche, et je peux vous dire qu'il est riche, il est très riche. Vous amenez tellement d'éléments à cette chasse que ça devient, mais c'est une histoire qui est colossale aujourd'hui. C'est monumental tout ce qu'il y a eu d'imaginé, de créer, de produit autour de ça. Mais ce n'est pas ce qui aurait dû se produire. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de dire progressivement, on va un petit peu calmer le mythe, faire descendre un petit peu la pression pour revenir plus près du sol et se dire maintenant, on revient en réalité, comment on fait pour trouver. C'est vraiment la démarche aujourd'hui qui doit se faire et c'est hyper compliqué. Est-ce qu'on trahit l'histoire? Est-ce qu'on traduit le mythe de la... le mythe de la chouette en le démolissant maladroitement, ou bien est-ce qu'on arrive tous ensemble par nos échanges, par ce qui se passe même en ce moment, le fait qu'on y passe des heures, est-ce qu'à travers ça on arrive à faire en sorte que on y revient, il va nous falloir 1 an, il va nous falloir 2 ans, il va nous falloir 3 ans, quelqu'un va trouver. Donc on revient dans les délais de départ, je dirais, de la chasse. Est-ce qu'on la resitue dans les possibilités qu'avait imaginé Max Valentin au départ, à savoir elle va être trouvée en 1 an, 24 mois, en 2 ans, en 3 ans, mais dans une durée tout à fait acceptable, ou pas? Est-ce qu'on y arrive ou pas? Ou bien est-ce qu'on reste sur notre rêve commun? Moi, de me dire c'est une chasse qui va devenir tellement mythique que le trésor sera jamais trouvé. Vous, de vous dire c'est tellement merveilleux que je continue à chercher, je me régale. Mais finalement, les uns et les autres, on n'est pas sur le point d'aboutir, quoi. C'est ça la vraie problématique. Donc le premier paramètre déterminant de cette chasse, c'est le paramètre psychologique. La psychologie des joueurs. Je sais qu'on va se foutre de ma gueule ailleurs. On va dire Becker, il se prend pour le psy machin, c'est le divan de Becker et machin, mais je m'en fous. Moi, je vous dis, le premier paramètre, il est psychologique. Qui êtes-vous? Comment vous situez-vous par rapport à la chasse? Est-ce que vous vous rendez compte de l'imaginaire que vous balancez là-dessus? Et est-ce que vous croyez vraiment que Max Valentin en aurait mis autant? Voilà. On parle d'imaginaire. Vous avez évoqué le fait, Michel, que Max, au moment où il a construit cette chasse, il avait peu de choses à sa disposition, si ce n'est des histoires telles que celle de Tintin ou de l'île des Cocos. Est-ce qu'on pourrait dire que la chasse, elle est scriptée? C'est-à-dire est-ce qu'elle raconte une histoire, un peu comme ces histoires-là, finalement? En tout cas, dans sa première partie, la partie la plus facile. Est-ce qu'il y a une sorte d'histoire qui est racontée ou un fil rouge? Alors, l'histoire qui est racontée, c'est en ça que le Père Méhu est intéressant,
L'histoire, c'est celle du permis U. C'est la manière dont Régis Hauser, à l'époque, avait emballé le produit. Je vends de la lessive, quelle couleur je mets sur le paquet, qu'est-ce que j'écris sur le paquet? J'écris l'histoire du permis U. Ça, c'était sa création sur la manière de vendre le produit. Autrement dit, de faire monter l'adrénaline au lecteur, le lecteur qui lit, voilà, j'ai trouvé un papier, j'ai cherché, donc on a l'impression qu'on lit une histoire, puis tout d'un coup, le mec, il dit, moi, j'ai pas trouvé, mais je vous file les éléments, maintenant, à vous de trouver. Du coup, le lecteur devient acteur. Ça, c'était ce qu'il avait prévu, c'était ce qu'il avait concocté, il a pas su refaire au moment où on est parti ensemble, il a eu la flemme de le refaire. Enfin bon, le texte qu'il a produit me concernant est un texte sans grand intérêt. Enfin bon, le texte est posé là, on ne sait pas trop pourquoi. On parle de Michel Becker, bon ok, très bien. On parle des chasses au trésor, bon ok, très bien. Mais il n'y a pas de corrélation réelle avec l'histoire de la chouette elle-même. En revanche, le projet de départ, c'était l'histoire du permis U. Donc lui, il avait envisagé de le vendre comme ça. Après, une fois qu'il avait conçu l'emballage, il s'est dit, bon, dans l'emballage, il y a quoi? Dans l'emballage, il y a des énigmes et un trésor à trouver, un œuf. Pour lui, c'était un œuf. Bon, voilà, on verra bien ce que le sponsor, quand je le trouverai, pourra nous pondre, justement. Donc, dans le paquet, il a mis quoi? Il a mis des énigmes. Des énigmes qu'il a concoctées, qui sont très très bien. Puis, le moment clé de ces énigmes, c'est quand on arrive sur la cache, et là, on se dit, là, à ce coup-là, on trouve tout, on creuse, on gagne. Et il s'est trouvé confronté à l'éternelle problématique des chasses au trésor. Combien de temps ça doit durer? Quelle est la valeur du lot? Que va me demander le sponsor? Parce qu'au départ, la chasse était conçue pour avoir un sponsor. Elle n'était pas conçue pour avoir un barjot comme moi qui allait financer sans trop poser de questions. Donc, le sponsor, il aurait dit, moi, je veux vendre mon produit, je veux que ma campagne elle dure pendant tant de temps, j'attends tel objectif, je veux atteindre tel objectif, etc. Et il s'était mis en tête de calibrer sa chasse. Ce qu'il était absolument incapable de faire, parce que personne ne l'avait jamais fait, lui moins que tout autre, qui n'avait aucune idée de la manière de calibrer. Mais en bon vendeur, et c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a dit, ou en tout cas au sponsor devant moi, il a dit, je vais calibrer la chasse, je vais revoir le calibrage de la chasse, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit trouvée trop vite, ou etc. Ce qui était du pipeau, puisqu'il n'avait aucun outil pour le faire. Donc, ces énigmes, il les a construites, je dirais, d'une manière assez basique, assez classique. C'était encore une fois quelqu'un qui faisait des rallyes surprises, des choses comme ça. Donc il s'est basé sur la connaissance qu'il avait de la chose. Maintenant, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la super solution, la dernière énigme, telle qu'il la baptise lui-même dans le règlement, en disant la dernière énigme permettant de localiser la cache. Donc on parle bien de la dernière énigme, on ne parle pas d'une énigme supplémentaire. Cette énigme-là, il s'était dit depuis le départ qu'il fallait qu'il se garde la possibilité de la rendre plus ou moins aisée à décrypter, à découvrir, à comprendre, à employer le terme que vous voudrez. Et c'est là-dessus que tout se joue, puisqu'en fait, c'est la clé de l'édifice. Et c'est là-dessus qu'il a dû, pour pouvoir, comment je vais dire, manager les éléments de cette super solution pour pouvoir, pensait-il, les doser, en doser la difficulté. C'est là-dessus qu'il a dû s'en référer à ce que son imaginaire lui dictait. Que dicte l'imaginaire? L'imaginaire dicte ce qu'on connaît tous ou ce qu'on a tous connu gamin des histoires de trésors. On le lit, voilà, l'arbre crevé, 3 pas à l'ouest, 20 mètres plus loin, tout ce que vous pourrez imaginer, le crâne, l'œil du crâne, je vise dans le trou, je vise pas, je mesure pas, je compte les pas, machin, tout ce que tu veux. Et donc, cette super solution, elle fonctionne comme ça. C'est un truc où c'est la chimie imaginée par le pirate, c'est la combine imaginée par le pirate pour faire en sorte que s'il le dit à personne, personne ne trouve. Ouais, mais c'est Voilà. vraiment, c'est que c'est du coup, c'est vraiment un travail quand même de la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, même si on a la super solution et que du coup on a des idées qui nous viennent et qu'on a un cheminement, c'est-à-dire que du coup on fait un chemin, c'est-à-dire qu'on se déplace, on fait des choses, du coup il y a quand même des moments où, notamment à la fin,
où du coup on est dans le flou et on se dit mais je suis obligé d'être dans un rayon de 20 mètres en fait, je suis obligé d'être dans un endroit de rayon de 20 mètres et de sonder le sol en fait pour pouvoir m'en dépatouiller quoi. Parce que de toute Je suis manière... surtout obligé de me mettre dans la tête d'un pirate Wislar qui a trouvé une combine pour que son trésor qui apparemment n'est pas très loin de moi, je peux pas le découvrir si je comprends pas comment il a fait pour définir un endroit précis. Voilà, c'est ça. Disons le que jour où c'est Max Valentin sécurisé. a dit, mais pardon. Tout en se disant que c'est sécurisé. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma solution, pendant très longtemps, j'ai été lié aux montagnes. Enfin, j'utilisais les montagnes en tant que sentinelle, du coup. Parce que, du coup, dans mon imaginaire, une montagne, c'était une sentinelle. Mais c'est que ce que j'avais du mal à appeler, en fait, c'était la notion de sécurité. C'est-à-dire que, du coup, même s'il y a des solutions qui collent bien, même si ce que je fais avec les montagnes, des fois, ça donne des coïncidences qui sont hyper intéressantes et qui, du coup, correspondent à ce qui se passe dans la chasse, et bah du coup, il y avait toujours ce problème-là de l'interprétation et que en fait, lui, il rabâchait tout le temps non, il n'y a pas d'interprétation parce que de toute manière, la solution, en fait, même si elle n'est pas forcément poétique, elle est sécurisée en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute possible quant à ce qu'on fait avec, quoi. Et ça, c'est difficile à appréhender parce que bah, on peut trouver des vérifications un peu partout, des confirmations un peu partout, à gauche, à droite, machin. Et c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu embêtant, ouais. Ouais, je suis désolé de couper, ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu mon mauvais côté, ouais. Je suis navré de couper, ouais. Désolé. Non, mais c'est pas très grave. On est effectivement là, on est face à toute la problématique actuelle, donc des contemporains de la chasse que nous sommes, puisque là, on parle plus des gens qui chassent plus, qui se sont désintéressés de la chasse. On parle des gens qui aujourd'hui sont en prise directe avec le jeu et dont je fais partie, d'une manière certaine d'ailleurs. On doit aujourd'hui se remettre dans un contexte et se mettre à disposition un certain nombre d'éléments qui nous permettent à tous d'affirmer que c'est trouvable et qu'on va y arriver. Mon sentiment actuel est que c'est trouvable. J'ai encore des gros doutes sur le fait qu'on peut y arriver, que ce soit trouvable, c'est sûr. Qu'on puisse y arriver, qu'un joueur puisse y arriver sans aucun ajout de ma part, sans que je n'apporte absolument rien à l'édifice, je n'ai pas la certitude. C'est pour ça que ça m'intéresse énormément de vous entendre, de vous écouter et de vous lire, parce que c'est là où je vais pouvoir à un moment donné me dire, bon, j'appuie sur le bouton, il faut que j'amène quelque chose de plus. 30 ans, ça fait un bail, hein, donc on a des raisons de se poser des questions. On peut douter, au bout de 30 ans, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment trouvable ? Moi aussi, je me pose la question. Et le fait que je connaisse les solutions ne me donne pas la faculté de capter instantanément si oui ou non des joueurs peuvent trouver. Je vois qu'il y a parmi les joueurs, et pour un grand nombre d'entre eux, il y a des tronches, hein, il y a des gens qui fonctionnent très très bien. Là, je peux témoigner. Mais est-ce que c'est à leur portée ? Est-ce que Max Valentin a laissé suffisamment de choses, ou bien est-ce qu'il y avait effectivement, comme je le crois, en tête le moment venu de faire ce qu'il a fait sur d'autres chasses, donc le petit coup de pouce, le truc qui permet que ça, on ne le saura pas puisqu'il n'est plus là, mais moi, à partir du moment, et je commence à vraiment m'orienter dans cette direction, à partir du moment où j'aurai acquis l'absolue certitude que si j'apporte pas quelque chose, on va échapper à toute possibilité d'aboutissement du jeu, à ce moment-là, je le ferai. Mais Michel... Mais on est tous en train d'y travailler, en quelque sorte, oui. Donc vous attendez la réponse d'un chouetteur qui est proche de la fin, c'est ce qu'on en conclut. Non, pas du tout. Moi, j'attends de voir comment mes propos agissent, influent sur la compréhension que vous avez de ce changement de braquet, le cheminement du jeu. Je dirais que globalement, bon, il y en a qui sont dans la choucroute, mais il y a quand même une majorité de gens qui ont compris un certain nombre d'énigmes, qui ont résolu un certain nombre d'énigmes. Bon an, mal an, je dirais que la logique des énigmes elles-mêmes, en tout cas des 9 premières, elle se fait jour petit à petit. Il y a certains consensus, il y a certains trucs qui sortent, il
Bon, il y a différentes écoles, il y a 2-3 grandes tendances, d'accord, mais globalement, il y a une compréhension générale autour de ça. En revanche, quand on aborde la notion de super solution, qui est liée à la notion de méga astuce, de reliquat, de tout ça, alors là, on rentre dans un truc complètement, pour moi, complètement ésotérique, quoi. Moi, en tant que joueur, je serais incapable de comprendre quoi que ce soit avec ça, hein. Et c'est pour ça que j'essaye d'influer, quoi. Oui. Il nous reste pas grand-chose, hein. Il nous reste pas grand-chose. Il faut y aller. Moi, je vois cette inscription avec l'appel. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer, la comprendre. Il faut tout attaquer. Il faut rien négliger. Je suis entièrement les énigmes d'accord. sont courtes. Les mots sont là. Ok, on les a passés, revus et re-revus. Il y a un concept qu'on n'a pas, mais il y a des choses qu'on n'a toujours pas expliquées et on espère que le concept plus les éléments qui nous restent vont nous aider pour le déclic, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Si vous êtes en mesure d'affirmer qu'il y a des choses que vous n'avez pas expliquées, ben c'est pas la peine d'aller creuser. Tout à fait, ouais. Voilà, et ça c'est important. Vous l'avez expliqué, il me semble que quand on aura la super solution, il y a déjà pas mal de vocales, ou vocaux, pardon, mais une fois que la super solution sera face à nous, vous aviez quand même dit que le doute, oui, il est là, mais il ne devrait pas non plus nous faire douter davantage, quoi. Le doute, c'est un doute complètement humain, complètement gérable. Ça veut dire, bon, qu'est-ce que je vais bien faire? Et puis à un moment donné, on se dit, bon, bah, je fais ça. On fait un choix, on opère un choix, on a un doute, et à la sortie, on opère un choix. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce choix-là est à la portée de tout le monde. Ce qui est moins à la portée de tout le monde, c'est d'en arriver là. C'est de se dire, c'est ce que j'évoquais un peu en disant, c'est plus quelle question on se pose par rapport à la super solution que quelle réponse on apporte. Parce qu'une fois que la question est claire, la réponse elle finit par arriver, quoi. Oui, mais du coup, vous confirmez que pour la super solution, il y a bien nécessité d'avoir 2 cartes, quoi. C'est-à-dire que ça, déjà, c'est un peu le côté qui était un peu difficile aussi pour quelqu'un qui était nouveau comme moi. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai fait, en fait, je travaillais sur Google Maps, quoi. Donc, du coup, j'avais jamais eu cette notion de carte précise et tout, quoi. Et de devoir switcher sur la carte précise, déjà, en soi, pour moi, c'était une clé, quoi. C'était un truc qui me disait, mince, bah ouais, si je l'ai pas, bah je suis coincé, quoi. Donc, vous confirmez bien que il faut utiliser la carte précise, en fait, pour se dépatouiller à la fin, quoi. Oui, on en a besoin, bien sûr qu'on en a besoin. Ouais. Bien sûr. Ouais, alors aujourd'hui, on a sur Internet, on trouve des tas de cartes, des tas de trucs que je connais pas, mais peut-être qu'on trouve des cartes suffisamment précises de la zone concernée, de toute zone d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on trouve exactement sur Internet, mais en tout cas, si on se replace dans le contexte de 1993, il est évident qu'il fallait 2 cartes, oui. Bon, le mec, il va creuser sous la Tour Eiffel ou à Versailles. Vous avez pas peur des autorités? Ouais, j'ai peur pour lui. C'est qu'il n'est pas clair. Franchement, il n'est pas clair. Hein. S'il fait ça, non, il n'est pas clair. Donc, du coup, enfin, il y a aussi un risque pour vous, puisque les mecs, ils font n'importe quoi vis-à-vis de leur solution. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte par rapport au jeu. Tout est à prendre en compte dans l'organisation du jeu. Encore une fois, je me fais agonir parce que je reviens sur le règlement, je précise des choses, j'indique que les détecteurs de métaux, c'est pas acceptable, etc. Mais je le fais pas pour rien. Et on est exactement dans cette lignée de précautions à prendre. Et il est évident que, tel que c'est d'ailleurs clairement écrit dans le règlement et tel que ça a été maintes fois dit et répété, quelqu'un qui va creuser sous la terre Eiffel, je veux dire, il mérite des coups de pied au cul, pas autre chose, quoi. Enfin, faut arrêter de plaisanter, quoi. Non, enfin, c'était une je sais, mais globalement, on ne doit, dans cette recherche, en l'état actuel, en tout cas de mes connaissances, et je ne pense pas me tromper, il y a absolument pas à violer un territoire sensible au niveau archéologique, monument historique ou tout ce que vous voudrez. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés creuser sur des sites archéologiques, c'est stupide. Hein. Oui, en aucun cas, ça peut pas exister. Enfin, ce serait un non-sens. Ou alors, si tel était le cas, ça nécessiterait que l'organisateur prenne d'autres dispositions pour éviter que des trous soient faits nulle part. À ce moment-là, c'est autre chose. Parce qu'en 93, la loi n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est à ça. Je prends
des gens qui m'écrivent, moi je suis à 700 bornes, je suis à 800 bornes, je suis à 1000 bornes de la zone. Avant de me taper des frais de carburant, ça coûte une fortune aujourd'hui, le carburant, l'autoroute, tout ce qu'on voudra. Je comprends bien que ça pose, c'est une problématique qui est nouvelle aussi, qui n'était pas du tout, c'était pas le cas en 93. Les déplacements coûtaient beaucoup moins cher quand même. Et donc aujourd'hui, il y a aussi cette problématique-là. Il y a plein de choses qui aujourd'hui se font jour et qui peuvent me conduire à prendre des dispositions qui vont faciliter les choses pour les joueurs. Ben, pensons à nos pauvres Canadiens qui se font plus de 8000 km pour venir ici. Donc, Mais je te rassure, Paris-Dabo, ça coûte cher aussi. Hein. Ouais, oui, ouais, ouais, mais non, ça coûte cher à tout le monde, mais plus aux étrangers. Oui, oui. Ouais, mais ils viennent, les étrangers, ils nous baratinent un peu parce qu'en fait, ils viennent en vacances, ils en profitent pour faire quelques trous. C'est vrai. Faut pas en rajouter non plus, hein, je veux dire. Bon. Bon, justement, puisqu'on parle de moi, j'aimerais ça faire une synthèse aujourd'hui de ce que vous avez fait. Je retiens 2 choses importantes. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, oui. Ben, je vous écoute toujours, Rock, avec beaucoup d'attention. OK. Alors, vous avez dit que des 9 premières énigmes, on trouve un lieu et on retient la compréhension de ces 9 énigmes-là. On ne retient pas les textes, on ne retient pas les décryptages qu'on a fait, on ne retient pas les tracés, on ne retient pas des angles, des distances, on retient la compréhension. Et ensuite, vous avez dit, on doit passer au changement de braquet. Le changement de braquet, bon là, c'est pas clair si je dois trouver des sentinelles avant, mais une chose est sûre, c'est que 7-1, 7-2 fait partie du changement de braquet. Ça, c'est 2 informations importantes. Est-ce que les sentinelles font partie du changement de braquet ou... Je crois que ça a été dit déjà. Oui, à partir du moment où... À partir des sentinelles. Ouais. À partir du moment où vous abordez le sujet sentinelle, c'est le changement de braquet. C'est là que ça se passe. Et est-ce qu'on peut revenir vite fait sur les chiffres Les sentinelles font partie du changement de braquet. Parfait, merci. Est-ce qu'on peut revenir vite fait sur les chiffres pour éclaircir la C'est situation? pas linéaire en fait de trouver les sentinelles, c'est pas l'enchaînement ensuite. Mais c'est vous, Michel Becker, qui avez expliqué l'histoire des 9 énigmes et qu'il en restait 2 à la fin. C'est vous qui l'avez dit cette chose-là ou c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur cette logique-là du coup? Non, j'ai osé dire ça. Ah ok, bon ouais, ça me rassure du coup. Ça me rassure. Mais dans un sens, ça existait dans déjà un sens, dans le Michel, Perméu, hein. Ça existait dans le Perméu déjà. Hein. Dans un sens, Michel, Oui. vous êtes perdant si c'est le travail d'un autre qui est repris par un chouetteur qui démarre de rien du tout, vous êtes totalement perdant sur ce sujet-là. Le Puisque c'est pas travail son d'un travail. autre. Oui, en fait, le gars a mis une contribution, il a travaillé sur les 9 énigmes. Je parle de ce principe-là. Un autre prend son travail, vous êtes perdant finalement, puisque vous allez, enfin, vous donnerez justement le prix à un gars qui a pratiquement pas bossé. Vous voulez, La personne qui va trouver. Cette question est intéressante. Oui. Vous avez trouvé quoi dans la tombe, Monsieur Becker, du coup? L'oiseau que vous avez trouvé dans le trou, il ressemblait à quoi exactement? Il s'arrête jamais. J'adore quand on me pose des questions ingénument comme ça. Et si je vous demande ce que c'était, vous me diriez ce que c'est? Eh ben non, je vous le dirai pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça serait possible qu'un joueur, en fait, ait été prendre la réplique 1 sur 8, en fait, en disant qu'il avait réussi à trouver la chasse, mais sans pour autant pouvoir la revendiquer? Je sais que c'est bizarre comme question, mais du coup, est-ce qu'il y aurait cette possibilité-là, quoi, du coup? Que ce soit un joueur qui ait remplacé en fait la chouette 1.1 sur 8, quoi. Ouais. Je me suis posé la question. Vous imaginez bien que j'y ai pensé à ça, évidemment. Ma réponse est la suivante. Et quand on reprend l'historique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un historique sur cette chasse. Il y a eu des forums depuis quand même pas mal d'années, etc. Oui. Quelqu'un qui aurait trouvé la contremarque, qui aurait mis un autre Zozio à la place et qui aurait rien dit à personne. Attendez, je veux rencontrer cette personne. Je veux savoir qui c'est. Ouais. C'est quelqu'un de totalement hors norme. En fait. Je ne vois pas qui aurait pu aussi longtemps résister au plaisir, au bonheur, d'une part,
de le dire, et qui aurait pu accepter, en ayant découvert la contre-marque, de la cacher vraiment, c'est-à-dire même pas la poser sur sa cheminée, pour que aucun de ses amis, aucune des personnes venant chez lui, que personne n'ait pu jamais la voir. Ça veut dire qu'elle serait cachée dans sa cave, dans son grenier quelque part, où lui seul pourrait la voir, ou elle seule. Comment voulez-vous imaginer un truc pareil? On est dans un scénario totalement improbable. Enfin, c'est probable. Excusez-moi. Il y a NLC qui a été interrompu justement, qui posait une question et c'était très intéressant. Par contre, Lumen, ce que je t'invite à faire, c'est qu'il y a des vocaux ou les précédents vocaux où ces genres de questions ont déjà été posées et donc ça sera intéressant. Après, c'est par rapport à moi, mon cheminement, c'est que moi, mon cheminement... Oui, justement, je pense que le mieux pour toi, c'est que tu ailles écouter les anciens vocaux, car il y a beaucoup de personnes qui réécoutent la même chose, du coup, parce que tu poses des questions, c'est très intéressant, mais c'est des questions qui ont déjà été posées. Donc, je pense que le mieux, c'est que tu fasses ça. Voilà. Je viens de le découvrir que ça existait. Donc voilà. Je ne savais pas du coup qu'il y avait déjà ces informations. Sur YouTube, tu as tous les vocaux du Discord. Voilà. Oui, ça marche. Ben, je ferai ça, mais c'est que moi personnellement, voilà, j'ai déjà partagé mes solutions il y a plusieurs années. Le truc, si tu ne pas tout seul. Avec ma zone précise. Voilà, donc, c'est pour ça que j'avais cette question-là de quelqu'un qui aurait complété mon travail. Quoi. En fait, il y a 130 personnes. Voilà, le problème, ce qui se pose, c'est qu'il y a du monde qui souhaite poser des questions et on s'entend pas parler. Des fois, on coupe la parole sans s'en rendre compte. Donc, du coup, voilà. Sarah, il y a encore des gens qui veulent poser des questions, d'après vous, parce que vous avez vu l'heure. Non, mais vous avez vu l'heure. Il y en a plein, Michel. Ils peuvent pas. Mon Dieu, ça va être le vocal historique. On va en parler dans les annales de celui-là. 3h02. 3h02. Michel. Jusqu'à la fin, je me tais. Bonjour Michel, vous m'entendez? Oui, j'entends bien jusque-là. C'est Oreste, bonjour. J'avais une question au sujet du mot checkpoint. On en a parlé sur Discord il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et certains pensent que du fait que vous ne voyez pas de checkpoint à travers les énigmes, signifierait par exemple que Dabo ne peut pas faire partie de la solution. Alors, j'aimerais savoir ce que représente le mot checkpoint pour vous. Alors, moi, je veux bien vous répondre, mais d'abord, je voudrais que vous me disiez pourquoi le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint invalide Dabo. Je ne comprends pas bien, là. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un checkpoint, Selon cette personne, du fait qu'on passait plusieurs fois par Dabo à travers les énigmes, signifiait que Dabo devait être un checkpoint. Or, vous avez dit qu'il n'y en avait pas, donc Dabo ne pouvait pas être solution. Ah, j'aime bien ce genre de déduction. En fait, ma conception du checkpoint, c'est exactement comme dans un rallye. Quand une bagnole arrive au checkpoint, elle est pointée, on sait qu'elle est passée, c'est bon, et après on continue. Là, dans la chasse, j'ai pas le sentiment, même si vous me parlez de Dabo, ok, je comprends, c'est des théories que j'ai déjà entendues, dont on a déjà débattu d'ailleurs dans des vocaux. Personnellement, je ne vois pas dans la chasse, et j'ai l'impression que personne n'en a vu en fait, de vrai checkpoint, c'est-à-dire le moment où on se dit, bon, je suis passé là, je suis passé au bon endroit, c'est sûr, c'est bon. C'est ça que j'évoquais dans un checkpoint. Et mon propos aujourd'hui est de dire, comme je vois que ça part vraiment dans toutes les directions, toujours et encore, mon propos c'est de dire, comme sur un rallye, il y a quand même un trajet, il y a quand même un point de départ et potentiellement un point d'arrivée, on l'espère tous. Donc, si les gens se perdent en cours de route, s'ils partent dans des directions diverses et variées, c'est qu'il leur manque à un moment donné quelque chose qui leur confirmerait que c'est bien là et qu'il faut continuer dans ce sens-là et pas un autre. C'est ça que j'évoquais. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais mes réflexions, c'est ça. Aujourd'hui, je me dis, comment je peux faire pour amener ça au jeu sans balancer des trucs irrémédiables qui feraient que, bon, je dévoile la moitié des choses, quoi. D'accord, merci. Et j'avais une petite remarque à faire, si c'est possible. Ouais. Tout est possible concernant votre aide sur les Discord. Alors, je voulais déjà vous en remercier pour l'élagage que vous avez fait, notamment au sujet des visuels, le fait qu'il n'y ait pas de fausses pistes, etc.
malgré tout, le fait de parler souvent de Régis Hauser qui se mute après en Max Valentin, ce personnage que vous décrivez comme un camelot qui fait preuve de pas beaucoup de génie, qui pondait ça Non, simplement non, de j'ai pas dit qu'il faisait pas preuve de beaucoup de génie. Non, non. J'ai dit Ah, qu'il pardon, alors est. j'ai mal compris. Je J'ai pensais dit que qu'il est, il est olé olé dans la mesure où il dit des trucs qui sont pas toujours très exacts. D'accord, pardon. Alors, malgré tout, on se dit comment est-ce que dans les circonstances du fait qu'il y a un lot de forte valeur qui a été mis en jeu, du fait de son âpreté au gain que vous avez décrite et aussi de ses craintes de perdre de l'argent, comment Regis Hauser aurait pu nous laisser avoir accès aux solutions? Vous avez bien dit que son calibrage était du hippo. Alors je me dis qu'à sa place, si j'étais le personnage de Regis Hauser, j'aurais simplement fait en sorte pour que les solutions restent hermétiques, sans bien sûr l'ajout d'une indication supplémentaire qui avait d'ailleurs été évoquée dans une conversation que vous avez eue avec une autre personne qui disait que dans beaucoup de chasses, on devait avoir recours à des indications pour aboutir. Eh bien, à travers la description du personnage de Regis Hauser, eh bien, on a l'impression qu'on ne pourra pas aboutir, en fait. Enfin, j'ai l'impression, peut-être que d'autres la partagent. Je comprends bien ce que vous me dites, mais c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser, de suivre exactement la trajectoire de Max Valentin et non pas de Régis Hauser. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de la Chouette. Le premier événement majeur, c'est qu'elle a été saisie par un liquidateur judiciaire pour la faillite d'une maison d'édition, les Éditions du Trésor, qui s'étaient rebaptisées Infolio à l'époque. Mais au départ, c'était les Éditions du Trésor avec lesquelles Max Valentin avait traité, puisque c'était son ami, son ex-associé, enfin bon, c'était la même équipe que les Éditions Mania. Et il est intéressant de savoir, de penser, de considérer que la saisie de la Chouette résulte d'un certain nombre de décisions, d'agissements de Max Valentin qui ont conduit à ça. En réalité, tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la Chouette ne sont que des résultantes des prises de position, des prises de décision ou des agissements de Max Valentin. Donc, pour lui, quelle était sa position? Quand le jeu a démarré, où il s'est un peu emballé, où il a trouvé ça merveilleux, et il n'était pas le seul, moi aussi, je trouvais que c'était génial de voir ça. Dans la foulée de ça, il s'est mis à vouloir vendre des chasses au trésor, en faire un métier, en fait. Là où il pensait avoir fait une trouvaille intéressante, après, il s'est dit, je vais en faire un job. C'est plus marrant que de faire des prospectus de vente par correspondance, qui, au demeurant, la vente par correspondance perdait de la vitesse en même temps que l'Internet voyait le jour. Donc, de toute façon, c'était un recyclage pour lui. Il s'est recyclé dans les chasses au trésor. Donc, quel était l'intérêt pour lui? L'intérêt pour lui, ça aurait été que la Chouette d'Or soit découverte 2, 3 ans, 3, 4 ans après. Et je suis intimement convaincu qu'il aurait fait ce qu'il fallait pour, en se disant, je publie le livre des solutions, je me fais un bon coup de librairie, je me fais une renommée, c'est tout bon pour moi et je vends mes chasses au trésor. Sauf que ces agissements ont conduit à la saisie de la Chouette. Et ça a bloqué tout le processus. Ça a mis fin, il a tué la poule aux œufs d'or le jour où la Chouette a été saisie et conséquemment à ses décisions à lui, ça a conduit à ça et il s'est trouvé coincé, il ne pouvait plus rien faire avec. Il fallait qu'il attende que le tribunal la restitue, ce qui était loin d'être gagné, et pour éventuellement relancer la chasse, ou sinon, il aurait fallu qu'ils disent, comme d'autres l'ont fait ensuite, la Chouette a été trouvée par quelqu'un qui souhaite rester anonyme, merci, au revoir, on n'en parle plus. On aurait pu finir aussi comme ça. Donc, son intérêt, c'était, au départ, c'était qu'elle ne soit pas trouvée trop vite, mais après, il avait tout intérêt à ce qu'elle soit trouvée. C'est à ce moment-là où il a commencé à dire, moi, quiconque m'apporte le bronze, moi, il n'y a pas de problème, je lui remets la Chouette d'Or. Il n'avait pas spécialement envie que ça dure plus longtemps. Sa pub et le boni qu'il aurait fait en publiant le livre des solutions, pour lui, c'était un jackpot. Il était tout content avec ça. Mais la saisie de la Chouette l'en a empêché. Et le jour où la Chouette m'a été restituée, eh bien, Max Valentin était mort. Donc il n'y a pas eu de suite. Pardon. Non, je vous en prie. Oui, vous pensez donc qu'à l'origine, bien que débutant en matière de création de chasse, il aurait été capable de rendre ces solutions accessibles au bout d'un certain temps qu'il aurait déjà lui-même anticipé? Au moment où il aurait jugé opportun. Il l'a fait pour d'autres chasses. Hein. N'oubliez pas, quand on parle... moi, ça me laisse complètement rêveur. Le jour où j'ai lu ça, je suis resté éberlué, je vous jure. Les solutions du trésor d'Orval. Enfin, quand il raconte
J'ai fait une petite bévue. Je me suis arrêté pendant que le chercheur météore partait trop loin. Je me suis arrêté, donc il a compris qu'il fallait faire demi-tour. Non, mais on rêve quand on lit ça. Si ça s'appelle un coup de pouce, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je veux dire, il vient sur place, il s'arrête au moment où le mec fait fausse route, le gars fait demi-tour et du coup, il trouve. Pour moi, c'est un peu gros, quoi. Je veux dire, bon, on en pense ce qu'on veut, mais moi, j'appelle ça un coup de pouce. Et je suis convaincu que sur la chasse de la chouette d'or, il aurait fait exactement la même chose. Et j'en suis d'autant plus convaincu qu'on a eu un jour un échange oral par téléphone où j'avais un peu discuté avec lui, etc., pour savoir l'avancement de la chasse et tout. C'était encore à l'époque où on échangeait un petit peu là-dessus. Et je ne sais plus comment on en était arrivé là, et où il m'avait lâché que si quelqu'un trouvait la super solution, mais avait un petit problème encore sur place, éventuellement, pour pointer exactement l'endroit, etc., peut-être il serait là, il pourrait toujours être pas loin, et puis donner un petit coup de pouce si nécessaire, etc. Il l'avait envisagé, hein, de toute façon. C'était sa vision des choses. Selon vous, il avait déjà prévu de donner un coup de pouce nécessairement dans un avenir plus ou moins proche. Disons qu'au bout d'un an ou deux, il commençait à se dire que peut-être bien qu'il n'avait pas réussi son calibrage et que le truc risquait de durer longtemps, quoi. Il me l'a écrit d'ailleurs. Et c'est très logique. Qui voudrait laisser à ses héritiers une chasse non complétée? Ça ouvre la porte à plein de problèmes. Oui, à qui le dites-vous? Mais oui, c'est sûr. Toute la logistique post-décès peut être très compliquée. Il ne faut pas avoir une chasse en plus sur les bras à gérer avec des chouetteurs qui délirent comme Monsieur de Crollet et d'autres. Donc, Oui, mais la grande différence aujourd'hui, c'est que moi j'ai fait appel à un huissier. Donc un huissier, c'est une étude d'huissier. Si c'est plus le même huissier, c'est un autre huissier. Mais ça ne se passera pas comme ça s'est passé avec Max Valentin. C'est-à-dire que les solutions d'origine, tout ce qui avait été déposé à l'origine chez l'huissier, ça n'y est plus. Donc ça a été retiré. Là, c'est encore une autre paire de manches. Moi, j'ai fait valider la cache, j'ai tout fait valider par l'huissier. Il y a des constats, il y a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, si je claque demain, je veux dire, le jeu, il peut continuer, hein. Il n'y aura pas d'indice supplémentaire, il n'y aura pas de coup de pouce, mais le jeu peut continuer, hein. Oui, mais il n'y aura plus de locaux, hein. Blanche-Neige, elle ne viendra pas. Blanche-Neige, elle ne vous donnera pas d'indice, non, ça c'est sûr. Écoute, Michel, il y a NLC qui avait commencé à poser une question tantôt et qui a été interrompue. J'arrive pas à suivre, là. Il y en a deux qui parlent en même temps. Oui, je disais qu'il y a NLC qui a été interrompu tantôt avec une question sur les chiffres de 650. Est-ce qu'on pourrait le réécouter? Non, mais en fait, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave, en fait, c'était juste un éclaircissement. Vous me mettez une sacrée pression, là. Pourquoi? L'éclaircissement sur la question des chiffres de la 650. Du coup, tout à l'heure, on t'écoute. Mais je parle, là. Je parle. Vous m'entendez pas? Si, oui, on t'entend. Si. La parole est à NLC. Non, en fait, la question, c'était l'éclaircissement sur les chiffres de la 650. Du coup, est-ce que vous confirmez que vous n'avez vu personne nulle part proposer, alors soit le bon décryptage, la bonne explication, le beau décodage, que sais-je, de ces chiffres? Pour l'instant, non. Ok. Là, maintenant, c'est Non. Merci. Vous les avez rien vu de probant pour l'instant. Vous les avez les messages privés. Bonjour Michel. Je me suis lâché, Michel. Oui, mais c'est le train de pire. Oui, bonjour. Qui parle? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Bioposis. Bonjour. J'avais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Vous parlez de la synthèse à la fin des 9 premières, on va dire. Le fait que dans la version 1 du Perméu, la B apparaît en numéro 11, c'est-à-dire à la fin, est-ce que ça rejoint pas le fait que les énigmes soient indépendantes et que c'est à la fin qu'on les remet dans l'ordre et qu'il faut faire une synthèse? Non. Je pense qu'en toute logique, moi, je reste très basique, hein, dans mes réponses et j'essaye de me mettre un peu dans votre peau, à votre place en tant que chercheur. Il faut rester basique. La priorité, c'est quand même de comprendre l'ordre des énigmes. C'est pas à la fin qu'on les met dans l'ordre. Ou alors,
c'est difficile de passer de l'une à l'autre en se disant qu'il y a une logique. Si on le fait dans le désordre, je vois pas quelle logique on peut trouver. Donc le bon moyen de fonctionner, c'est de définir l'ordre des énigmes, ensuite de les résoudre l'une après l'autre, et puis quand on arrive à la fin, bien maintenant, mobilette, rasoir, on ne saura jamais, mais ça fait du bruit. Hein. Michel, NLC marque Oui. juste refaire le point en synthèse sur les chiffres 650. Il marque ça sur le chat. Je viens de le faire, Apollon. Hein. Je viens de le faire. Hein. Non, mais le point, faire le point là-dessus, franchement, personne n'a compris. Allez, je vais rester, comment dirais-je, plus généraliste dans mon propos. Personne n'a compris le sens de ces chiffres jusqu'à aujourd'hui, je pense. En tout cas, dans tout ce que j'ai pu voir et dans tout ce que j'ai pu lire. Je crois que quelqu'un qui comprend, je vois pas comment après il peut ne pas aller jusqu'au bout, quoi. La personne qui va saisir ça va pouvoir aller jusqu'au bout. Je ne vois pas. Non, personne aujourd'hui n'a vraiment saisi le sens de tout ça. Il fait pas une blague avec ces chiffres. Non, il n'y a pas de blague, non. Non, c'était très sérieux. Je pense que dans sa tête, c'était quelque chose de très sérieux. On touche là au cœur de la chasse. On est vraiment, c'est le point important de la chasse. C'est le moment où on trouve, quoi. Hein. Donc, on est à la fin. Il faut trouver l'endroit, il faut creuser, sortir la contre-marque. C'est pas de la rigolade. Hein. Non, il rigolait pas. Là. C'est le voyage à Calais. J'ai une question. Pardon, c'est Joker 22. J'aurais une question. C'est un peu on s'en fait encore une ou deux petites, puis on va s'arrêter parce que là, franchement, ça fait longtemps que ça dure. J'ai presque honte de vous tenir comme ça en haleine. Allez-y, je vous écoute et puis après, on arrêtera. Alors, les sentinelles se cherchent depuis l'arrivée. Diriez-vous, comme Max Valentin, qu'elles sont massives et qu'une équipe de rugby ne pourrait pas les déplacer? Oh, on peut rester là-dessus. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas très spécialiste des équipes de rugby. Je sais pas quelle force ils ont, mais ça me paraît difficile qu'ils puissent les déplacer, effectivement. Les numéros d'énigmes dans le mécanisme de la super solution, les numéros d'énigmes ne... J'ai pas compris la fin là. Les numéros d'énigmes. Quand on commence à mettre en marche le mécanisme de la super solution, est-ce qu'on peut avoir besoin des numéros des énigmes 530, 470 Non, quand vous êtes à la super solution, vous oubliez les énigmes. Vous gardez en tête ce que vous avez trouvé. Vous n'avez plus besoin de vous soucier d'autre chose, des énigmes. Bon, bonjour Michel. Ah, bonjour. Voilà, désolé, hein, j'arrive un petit peu tard, je t'ai manqué. C'est à cette heure-là que t'arrives. Hein. Oui, je suis rendu du boulot, et puis petite surprise, il y a un vocal. Bon. Ah oui, puis moi j'ai complètement abusé, ça fait je sais pas combien d'heures, plus de 3 heures, peut-être 4 heures qu'on y est, j'en sais rien. Le temps passe si vite en votre compagnie, tac, je l'ai placé. Mais malgré tout, ça fait longtemps que ça dure, il va falloir que ça s'arrête. Ben voilà, tu voulais conclure là avec une ou deux petites questions. Donc la deuxième petite question, c'est tu réponds comme si tu veux répondre. Et justement, je rebondis un petit peu par rapport à la demande de NLC. Tu nous as un petit peu parlé des chiffres dans le visuel de la 650 et tu nous dis que personne n'a la solution de ces chiffres. Mais justement, les chiffres sont présents dans le visuel, mais ils sont pas tout seuls. Ils accompagnent une énigme. Donc, il n'y a pas justement un problème de compréhension de notre part où en fait, on ne met pas en corrélation correctement tous les éléments qui sont en notre possession? Non, on revient toujours sur le même point. C'est pas une question de compréhension, c'est plus une question d'imagination que de compréhension. On est au moment où on change justement de braquet. C'est là que ça se passe et c'est une autre forme de raisonnement. Il faut se servir de sa tête différemment de ce qu'on a fait avant. Et c'est là où tout mon rôle peut prendre son sens. À savoir que si ça s'avère impossible, parce qu'il n'y a pas assez de données à la disposition des joueurs, il va falloir amener quelque chose qui permette de justement de rentrer dans le sujet, quoi. Et c'est une petite question, s'il vous plaît. Cette compréhension, elle peut donc se faire sur place, mais après l'application de cette compréhension, est-ce qu'elle peut se faire aussi sur place immédiatement ou
Ou faut plutôt un certain temps et un certain travail? Non, ça peut se faire sur place. Ça va prendre un certain temps. Je l'avais évoqué, mais pas. Mais ça, oui, ça peut se faire sur place, bien sûr. Je voudrais savoir un truc, hein. Je l'ai déjà demandé une ou deux fois dans des vocaux, mais quand vous me dites une petite question, qu'est-ce que vous sous-entendez par petite? Pourquoi vous dites petite? Pour une très grande réponse. Une petite question rapide. Sérieusement. Voilà, Sérieusement, ça veut dire quoi, petite? Ça vous paraît anodin? Ça vous paraît pas important? Pourquoi vous dites petite? Non, parce que était rapide et petite. Je vous disais que c'était la fin, là, que c'était les dernières questions, donc c'était la petite question rapide de la fin. Quoi, voilà. D'accord, d'accord. Il n'y avait pas de Ok. piège. Non, mais je prends pas ça pour un piège. C'est juste de comprendre votre. Beaucoup disent j'ai une petite question, donc je voulais savoir pourquoi c'est toujours des petites questions. Ça a C'est pour sûrement une. s'excuser de vous la poser. Il s'excuse de vous Vous la poser. croyez? c'est pour ça. Vous croyez que c'est petit, vous inquiétez pas, ça vous fera pas de mal. Ah oui, peut-être dans ce sens-là, ouais. J'y avais Michel, pas pensé. bonjour. C'est Pendule. Merci. Oui. Oui, Michel. Oui. J'ai une question par esprit de jeu. Du coup, puisqu'une équipe de rugby ne peut pas déplacer ses sentinelles, est-ce que 2000 personnes avec des cordes et des instruments ou des outils peuvent faire tomber ces sentinelles? La Chouette est à plus de 80 km des côtes. Est-ce qu'elle est à plus de 81? Mais c'était le sens de la question. Mais parce Est-ce que qu'elle est ça... à plus de 82? Oui. La question qui vous a été posée sur le... Pendule, vous sur êtes éminemment malhonnête quand vous posez des petites questions comme ça. Ce sont des questions malhonnêtes. Alors, Il y non, avait un piège dans celle-là. c'est une question qui a du sens puisque la réponse qui a été apportée tout à l'heure par rapport à l'équipe de rugby, c'est quelque chose que j'ai entendu ici et j'ai entendu aussi des chouetteurs dire oui, moi je connais une équipe de rugby qui peut faire tomber, sous-entendu, les bornes Saint-Martin. Et donc, comme il s'agit d'un élément de patrimoine et qu'il faut quand même peut-être y faire gaffe, je posais la question à savoir si on met 100 personnes, est-ce qu'on peut détruire un patrimoine? Alors, s'il s'agit pour vous de tester si 100 personnes arrivent à faire tomber les bornes Saint-Martin, je vous souhaite bien du plaisir. Je décline toute responsabilité. Vous me tiendrez au courant du résultat, mais je décline toute responsabilité. On est dans un sujet, écoutez, sérieusement, je vais vous dire franchement, pour moi, je trouve absurde que des échanges aient pu en arriver à des sujets pareils. Ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. On est en dehors on est en dehors de la chasse là. On est sur des notions qui sont, c'est vicelard quoi. C'est vicelard. Est-ce que les sentinelles sont grosses, très grosses, très très grosses? Est-ce que c'est construit? Est-ce que c'est pas construit? Est-ce qu'on peut les déplacer? Est-ce qu'on peut les démolir? Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. On rentre dans un débat qui est sans fin, c'est spécieux, ça impose des réponses tordues, de la langue de bois. Enfin, on rentre dans un sujet qui est inacceptable. Il ne faut pas partir dans ces directions-là, c'est sans intérêt. Je voulais répondre à NLC. Pour NLC, si tu veux une réponse, tu mets un 06 devant les chiffres et tu auras ta réponse. C'est un numéro privé, non? Non, mais je plaisante. Ah oui, mais entre le 5 et le 7 inversé, du coup, ça change tout. C'est pas le même interlocuteur. Ah bah tu tomberas peut-être à l'étranger, allez savoir. C'est des lignes groupées. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 06? Encore une théorie fumeuse. Non, mais on plaisante, on est entre nous. C'est vrai? Michel, j'ai une autre question. Vous allez lui poser un problème à Patrice, hein, parce que le petit chouetteur illustré de 2024, à mon avis, il va pas faire 500 pages, il va en faire 1000 si vous continuez comme ça. Une petite question sur les éléments extérieurs qu'on a parlé tout à l'heure. Si ces éléments extérieurs sont clairement demandés dans les résolutions d'énigmes, est-ce que c'est toujours un élément d'extérieur? Alors, est-ce que je peux relire la question? Si les éléments extérieurs, redites-moi, j'ai pas compris, franchement. Si l'élément extérieur en question nous est clairement demandé dans une des énigmes, et que c'est la réponse à une des énigmes, est-ce que c'est un élément extérieur à la chasse ou ça devient un des éléments de la chasse? Enfin, c'est vous qui m'avez déjà questionné tout à l'heure, c'est ça? C'est vous qui m'avez déjà questionné sur les éléments extérieurs. Ouais. Ça me rappelle le sketch de Fernand Reynaud que j'adore,
C'était, il va au bistrot et puis il demande un chocolat avec des croissants, avec un croissant. Et la serveuse lui dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, on n'a plus de croissant. Il dit, bah, écoutez, c'est pas grave, hein. Donnez-moi un café avec un croissant. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec moi. Je vous ai dit, il n'y a pas d'élément extérieur. Il n'y en a pas, quoi. Non, Vous non, avez tout dit est dans aussi le qu'il livre. n'y a plus de calvaire, mais qu'est-ce qu'il en est pour les croix de chemin? Pardon? J'ai dit aussi, j'ai pas bien compris. Il n'y a pas de calvaire dans la chasse. On ne doit pas Non. s'occuper des calvaires. Vous l'avez dit dans le dernier ou l'avant-dernier vocal. J'ai osé dire ça, oui. Oui. Ouais. J'ai dû casser certaines pistes, j'imagine, mais Ouais, je pense aussi. oui. Les croix de chemin, ça fait partie d'un. C'est un calvaire, c'est pas un calvaire, c'est. Les quoi? Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Qu'est-ce qui est un calvaire ou pas? Les croix de chemin. Vous savez, les croix qu'on trouve aux intersections dans les petites communes. Bah, à chaque fois que j'ai vu des croix, moi, à l'intersection des chemins, c'est des calvaires, non? Ah, d'accord. Ça s'appelle un calvaire. Une croix, ça s'appelle un calvaire, hein. Il n'y a pas toujours un Christ cloué dessus, mais une croix, c'est un calvaire, non? Je me trompe? Normalement, un calvaire, c'est une représentation de la crucifixion. Mais s'il n'y a pas le Jésus dessus, il n'y a pas la représentation totale. Dans les Madis, c'est indiqué qu'il n'y a pas de croix dans la chasse. Non, mais de toute façon, il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais moi, je considère que les croix qu'on voit à la croisée des chemins, je vois bien ce que vous évoquez. À chaque fois que j'ai pu voir ça dans ma vie, c'était quand même des croix, on va dire, religieuses, qui étaient évocatrices de la crucifixion. Donc, il n'y avait pas forcément, effectivement, le Christ figurant sur la croix, mais la croix évoque ça. Donc, c'est des calvaires quand même. Ouais. Moi, je pense que c'est le nom que ça porte. Bon, allez, on est en train de dévier sur des questions beaucoup trop orientées sur les énigmes. On a réussi à tenir un propos plus généraliste, mais... Ah non, j'allais partir. Bonjour. Je n'ai pas encore intervenu et j'aurais une question à vous poser simplement. Parce que vous avez dit qu'on peut avoir une aide au niveau de la super solution quand on a trouvé la super solution et qu'on n'arrive pas à déterminer la zone exacte. Et j'ai une question à ce sujet. Comment formuler au niveau des chiffres, moi, je trouve 4 villes, dont 2 qui ont le même nom. Est-ce que c'est la bonne direction? Et si oui, effectivement, j'ai pu trouver une super solution. Et ayant été sur la zone, je n'ai pas, malheureux, qui est très bien indiqué, je n'ai pas trouvé l'endroit. Enfin, l'endroit précis, je l'ai trouvé, je n'ai pas trouvé la chouette. Alors, je peux évidemment pas vous répondre. C'est pas mon rôle de vous répondre comme ça, de faire du oui ou non sur des questions comme ça. En revanche, vous me dites si je trouve, vous avez commencé votre question en disant si je trouve la super solution sans avoir trouvé la zone. Vous avez bien dit ça? Non, en fait, si vous voulez, la super solution m'est venue directement une fois que j'ai trouvé effectivement ces 4 villes, dont 2 qui ont le même nom. Je ne vais pas en dire plus là, et évidemment, au cas où ce soit éventuellement la bonne solution. La super solution pour moi était quelque chose de assez évident par la suite. Ensuite, j'ai regardé à l'aube vers l'Orient, on va dire, et j'ai vu une erreur, puis j'ai fini par trouver une zone très définie, très concrète. Puis même en ayant été sur la zone, finalement, j'ai pu creuser, trouver ces amas de pierres, comme vous aviez indiqué. Je crois avoir dit que terre, pierre, et au final, effectivement, je bloque un peu ici. Oui, c'est que vous n'avez pas trouvé. Je peux rien vous dire de plus. D'accord, très bien, ça marche. Je peux pas être plus précis. Je suis désolé, mais je peux pas être plus précis. Non, je comprends tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de votre réponse. Et effectivement, je m'étais adressé je vous avais envoyé un message privé avant d'y aller parce que comme c'est 8h30 de route, je voulais avoir une réponse. Oui, mais je ne peux. Alors, écoutez. J'ai plein de messages privés qui me demandent d'affirmer ou de confirmer plus ou moins directement. En fait, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il n'est pas officiel, il n'y a pas de système officiel pour valider ou invalider les solutions. Comprenez quand même que par message privé, je ne vais pas pouvoir suivre. J'en ai 1300, 1400 qui m'attendent. Ça se trouve depuis que... C'est pour ça que je comprends tout à fait. C'est pour ça que je voulais échanger avec vous ici, voilà, tout simplement. Mais je vais quand même les lire. Sachez que je vais quand même les lire. Tous ces messages, je vais les lire. Et je dis pas que je répondrai à tous, mais presque systématiquement.
Quand ça se traduit par des questions du type j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'en ai 1446, là, voilà des messages. Quand les questions c'est ça, je ne peux pas répondre. Je ne vais pas m'amuser à vous dire oui, allez-y, bien sûr, allez-y, c'est bien, vous êtes dans la bonne direction, machin. Attendez, on sort complètement du jeu, là. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle et c'est pas ce que vous devez attendre de moi. Donc comprenez-le. Ne me posez pas ce genre de questions. Ceux qui utilisent le message privé pour comme un journal de route en disant bah tiens moi je vous tiens au courant de ce que je fais, je vous demande pas une réponse, etc. Ok, très bien. Je lis, je réponds pas dans des moments. C'est pas grave. Chacun peut savoir que les messages de toute façon je vais les lire. Mais il faut pas me questionner en attendant une réponse sur des trucs aussi précis que ça. C'est impossible. On n'est pas dans un jeu de devinettes, on est dans une chasse au trésor. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont cherché depuis 30 ans. Je ne peux pas m'amuser à répondre à quelqu'un. Bah oui, mon gars, t'as raison, vas-y, continue, c'est bien. Tu brûles, tu refroidis. Non, on peut pas faire ça. C'est évident, c'est évident. Oui, je comprends tout à fait. Je vous remercie de votre réponse. C'est simplement comme vous parliez de coup de pouce, une fois qu'on a la super solution, dans ces cas-là, la bonne démarche serait éventuellement de venir directement avec la super solution, échanger avec vous, auquel cas. Et c'est simplement ça, en fait. Pas de demander de direction. Très bien. Oui, merci beaucoup. Mais gardez toujours présent à l'esprit que si quoi que ce soit vous paraît encore flou dans vos solutions, dans ce que vous avez trouvé, si quoi que ce soit vous paraît flou, c'est que vous n'êtes pas bon. Le moment où vous serez bon, absolument tout ce qu'il y a dans le livre vous paraîtra lumineux. Vous aurez tout compris. Il n'y a plus un truc où vous vous direz, oui, mais peut-être que là, non. Le jour où vous êtes sur vraiment la bonne super solution, ce jour-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ombre. Vous avez tout compris. C'est pas une allusion, hein, c'est pas un indice. Il n'y a plus rien qui vous paraît obscur, incompréhensible. Vous avez tout compris. Ce jour-là, vous avez la bonne super solution. Tant qu'il y a un truc qui reste un peu bizarroïde ou pas bien sûr, c'est que vous n'êtes pas bon. Voilà. Merci de vos réponses. Bon, je vous ai saoulé depuis des heures. Je vais vous laisser tranquille un petit peu, ça vous fera pas de mal. Et puis, écoutez, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne fin de Merci soirée. pour ces échanges. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci Michel, à bientôt. Merci Michel, au revoir. Au revoir. Merci Michel, bonne soirée.